Bonjour et bienvenue dans Des luttes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures d'information ludique. Ce soir, une émission un petit peu particulière puisque nous ne sommes pas dans nos locaux ici à la radio. On s'est déplacé. On s'est déplacé jusque dans le Finistère pour aller à la rencontre des organisateurs du festival Finistère de jeux. Effectivement, on est venu leur présenter l'Escape et puis voir un petit peu avec eux, prendre des nouvelles, un petit peu la température pour le prochain salon. Du coup, pour m'accompagner ce soir, on a Benoît. Ça va, Benoît ? Bien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Très bien, merci. Donc, toi, tu es le président de l'association qui gère tout le festival. Du festival, effectivement. C'est moi le président pour la 2e année. Ok. Effectivement. Alors, on va en parler un petit peu plus longuement juste après du festival. Ça marche. Juste à côté de toi, celui qui triture les boutons, non pas de sa figure et de son nez, parce que il n'est plus trop adolescent, mais ceux de la console, c'est Damien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Et vous voyez, pour une fois, je suis là en avril. Oui. Mais Car rappelons-le, nous sommes mi-avril. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, pareil, puisque tu changes toutes nos habitudes, tu vas non pas faire un billet d'humeur ou un courrier des auditeurs, mais tu vas présenter un jeu. Oui, parce qu'on pouvait pas demander aux gens de nous écrire trop longtemps à l'avance pour des choses qui se passaient après alors qu'ils n'étaient pas au courant avant. Donc je vais vous présenter un jeu assez particulier, assez dur à trouver dans le commerce quand même. Ok, on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Et enfin, il y a Yann. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Donc ce soir, moi, je vais être plus conventionnel et vous parler d'un jeu qui est sorti il y a quelques mois, au début 2020, qui s'appelle Les Petites Bourgades. C'est une importation faite par Lucky Duck Games d'un jeu existant déjà en langue de Shakespeare. Tout à fait, Tiny Toons. On a hâte d'en apprendre un petit peu plus aussi là-dessus. Mais ici, dans l'émission, on commence toujours par faire un jeu en direct, un jeu qu'on a la chance de pouvoir présenter grâce à nos partenaires. Cette année, nos partenaires, ils sont nombreux puisqu'ils sont 2. On a Sortilège à Vannes et Croque-Jeu à Brest. Et grâce à eux, on va jouer ce soir à Fun Bomb. Hop, Fun Bomb qui est ici. Le temps de reprendre les papiers. Le temps que tu cherches, je vais quand même dire qu'on est en public. Bonjour le public. Quel engouement. Parce que là, aujourd'hui, on est à l'extérieur, on n'est pas dans nos locaux, on est venu directement à la source de l'information. C'est ça. On est donc dans le Finistère, à Fouesnant. Oui, à Fouesnant, tout à fait. On est quasiment auprès de Begmey, qui fait partie de Fouesnant. On est dans les locaux où on gère l'amont de Finistère de jeux, où on se réunit, adhérents et membres de l'asso pour le festival qu'on fait, pour réunion, l'organisation préalable du festival qui sera cette année le 23 et 24 mai à Bénodet. Alors on va revenir là-dessus aussi justement sur le fait que vous changez de lieu et tout ça. Là j'ai retrouvé mon papier donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de Fun Bomb. Fun Bomb c'est un jeu de David Sicurel illustré par Christopher Matt. C'est édité par Aurora Games. Alors il nous en avait parlé un petit peu Alexis au téléphone quand on l'avait eu au téléphone. Il avait dit que ça devait arriver, ça y est. Fun Bomb est disponible. C'est des parties courtes qui font à peu près un quart d'heure. On peut y jouer à partir de 10 ans pour 3 à 6 joueurs. Ça se joue avec une application qui est gratuite et qu'on doit prendre donc sur téléphone ou sur tablette. C'est un jeu faussement coopératif. Pourquoi faussement ? Parce que vous allez voir que c'est un jeu dans lequel il va falloir réussir à désamorcer une bombe. Donc on travaille tous dans le même sens, à savoir la désamorcer pour marquer le maximum de points. Sauf que si on voit que ça craint un petit peu, peut-être que certains d'entre nous vont préférer fuir au lieu d'y risquer leur vie. Les lâches. Des lâches, ouais. En même temps, des survivants aussi. Ah oui, bon. Donc pour ça, différentes manières de marquer. On peut désamorcer la bombe. On va pouvoir préparer son interview. Et oui, souvent après, quand les projecteurs sont sur nous, c'est nous qui avons la notoriété, ça va donner des points. On peut valider des cartes bonus. Alors pour la partie découverte, on va pas les mettre en place. Ou on peut fuir pour éviter que ça explose à notre tronche. La bombe dans l'application, elle est présentée, il y a 15 fils. 15 fils de couleur. On a 5 bleus, 5 rouges et 5 jaunes. Il y a 9 fils neutres et 3 pièges. C'est-à-dire que si on les coupe, la bombe explose. Si le timer arrive à 0, la bombe explose. Et si on arrive à désamorcer les 3 bons fils, la bombe, on gagnera la partie. Okay. Pour ça, c'est très simple. On va avoir 4 cartes.
Les cartes qu'on a en main ont toutes des symboles. Et en fait, en associant les cartes, on va pouvoir ajuster des symboles. Ouais, donc Grâce là, à deux par cartes. exemple, tu as une moitié de montre, une autre moitié de montre. Je peux faire les une deux. montre. Et donc, ça fait une montre. Donc, C'est ça. Si j'ajustais l'autre côté, j'aurais pu faire un fil bleu. Et comme ça, je vais pouvoir faire plusieurs symboles. Dans les symboles, c'est très simple en fait. Soit j'ai le symbole, je coupe un fil. Si je fais un fil bleu, c'est-à-dire que je veux couper un fil bleu. J'ai le symbole micro qui fait je prépare mon interview. Donc j'appuie sur la case préparer son interview parce que ça va nous enlever du temps. Et je les laisse devant moi. Quand on désamorce des bombes, on a le temps de faire des interviews. comme Oui, ça. on peut. C'est on peut y bizarre penser, on comme dit, tiens, les concept. autres travaillent et moi je. On est à la je fois travaille là-dessus. le désamorceur et le négociateur. Quoi. C'est ça. D'accord. Si je fais l'icône montre, j'appuie sur le bouton montre et je gagne du temps par rapport pour l'équipe. Et sinon, j'ai aussi le symbole du mec qui court. Ça veut dire que si je le fais, là, je m'enfuis. Je ne pourrai plus participer du tout. Mais si elle explose, je suis sûr de marquer des points. Le dernier symbole intéressant, vous allez voir, c'est un symbole d'œil. Si j'arrive à faire un œil, je peux demander à C'est avoir pas une deuil, information. c'est foutu, on est tous morts. Non. C'est un symbole C'est pas deuil, d'apostrophe œil. C'est le symbole de l'œil. Et donc j'appuie par exemple sur l'œil rouge et on va me donner toutes les indications. On va me dire que dans les fils rouges, là a priori il n'y a aucun danger puisque j'ai juste une pince rouge. Donc il faut couper Donc les il rouges. faudrait couper des rouges. Si D'accord. j'avais fait jaune, en jaune, il peut y avoir un danger mais un à couper et en bleu. Donc ça nous donne des indications comme ça dans lesquelles on va pouvoir jouer. Et en bleu, il y a un à couper et deux dangers. Voilà pour cet exemple-là. D'accord. Dès que j'ai utilisé mes deux cartes, j'en pioche de nouvelles. Il Pour reste toujours en 20 avoir secondes, 4. sur le timer. Et C'est quand serré c'est quand à même. moi de jouer, je suis seul avec mes cartes. Mais par contre, quand c'est à moi de jouer, tous les autres peuvent communiquer entre eux pour s'échanger des cartes. Jusqu'à ce que je valide mon action et que je passe la bombe à mon voisin, qui là ne peut plus participer. Il est obligé de faire ses actions, il ne peut plus participer au marché commun. Ok. Voilà, c'est plutôt simple. Et effectivement, on a dans la partie découverte 1 minute et demie pour désamorcer la bombe. Dans la partie normale, 1 minute. Donc après, on peut jouer avec des challenges. Et comme je disais, on a aussi des cartes bonus qui peuvent nous permettre de mettre en place des choses un petit peu plus stratégiques. Ça vient de sortir? Ouais, D'accord. il est récent, il a à peine un mois. Oui, je- ok. Alors là, on va être en avril quand l'émission passe. Il a quelques mois. Oui, c'est ça, il y a quelques mois. Vous le trouvez déjà plus en boutique. Hop, donc Fort je de te son donne les succès. 4 cartes. Merci. Hop, je vais poser au milieu parce que l'idée c'est que quand vous utilisez vos cartes, vous puissiez aller en piocher d'autres. Est-ce que tout le monde est prêt? On va essayer. Oui. Alors je vais faire le premier joueur. Donc je lance l'application, la bombe sera devant moi, le timer s'écoule et à moi d'utiliser mes cartes. Si jamais les cartes ne sont pas compatibles, dans le rare cas où je ne peux rien faire, il y a une icône passer son tour et on passe vite pour que l'appli comptabilise en fait Et on joue qu'une carte par une carte. 2 cartes à chaque Deux fois. cartes à puisque il chaque faut que- combinaison. Il faut faire un symbole avec 2 cartes. Ouais, on aurait pu tirer une première carte et après on rajoutait Ouais, par mais rapport non. aux deux Non, extrémités. Toc, attention. C'est parti. 1 minute 30. Donc vous avez le droit de parler et moi je choisis Ok. ce que Alors, je moi j'ai une demi-montre si quelqu'un. J'ai une demi-montre aussi. Ouais, J'ai un là, non. comme je ne peux demi-micro. rien faire, J'ai un j'ai demi-œil, moi. je Un demi-œil prépare mon multicolore. interview Ah, et j'ai je pas- j'ai passe pas la bombe. Et d'accord. Et tu ne peux plus parler. Benoît, tu es obligé de faire avec tes cartes. Alors Moi, Benoît, j'oublie. Bon, moi j'ai toujours ma demi-montre. Tiens, tu veux une demi-montre? Je te donne une demi-montre. Alors tiens. moi, Hop, je te voilà, donne ça. merci. Ah mince, Ok. Alex, t'avais une demi-montre, Oui. moi c'était bien ça. Parce que Tiens, j'avais tiens, ça à te tiens. donner en échange. Tu coupes un fil jaune? Attention. Hop, un bouton rouge s'allume, tu as coupé un mauvais fil jaune. Et bah ça c'est tout moi. ça. Mais on continue, c'est pas grave, tu passes à Damien. D'accord. Et ben écoute, moi j'ai deux. Je rappelle qu'il y a du temps. Il reste deux fils rouges, hein. Oui, oui, oui. J'ai 2 fils rouges. Je coupe un fil rouge. Piocher des cartes. quand vous Ouais. avez joué les cartes. Hop là, je coupe un fil Merci. rouge. C'est bon. Ça n'a rien fait. C'est un fil qui ne sert à rien. Ouais. C'est un fil, hop. Ok, Alors donc moi je je peux couper des bleus éventuellement. J'ai une montre. Je vais pas. Alors les montres ça rajoute du temps, hein, je vous le dis, parce qu'on a Oui. bientôt Ouais. plus que 50 secondes. Moi j'ai rajouté Sur un une micro. montre. J'ai Alors, une micro, demi-issue de secours qui veut Ok, ça s'enfuir. nous fait perdre du temps, mais tu prépares ton interview. C'est pas bien, mal. non? C'est Bah, bien. Non, t'essayes de. Tu joues un peu. Alors sur- là, Ah ouais, c'est d'accord. un Bon, petit bon. peu n'importe quoi. Donc, moi, je mets du temps. des Alex nous rajoute enfin du temps. En fait, il se rajoute. montres. Hop, Tu pour peux nous, pas parce que- remettre par rapport à ce que t'avais mis? Non. Et là, moi j'ai un demi-micro, une demi-issue de secours si quelqu'un veut s'enfuir.
Si ça intéresse quelqu'un. Moi j'ai un micro aussi. Mais... Ouais, alors. On peut tu- combiner les cartes des autres? Non. Voilà. Alors Là, si là, tu as ça rien peut du jouer. tout, c'est ça, donc, tu passes ton tour. Ouais. Non, tu peux. Si tu peux faire coupe un un fil jaune. rouge ou un fil. Ah oui, fil jaune. Les gars, vous êtes trop lents. Ouais, il va y en avoir un. On va mourir. Ouais, il faut aller Tout va vraiment péter, tout va très, très vite. péter, mais bon. Tac. Moi j'ai un fil bleu. Hop, 2 demi-fils bleus et je coupe un fil bleu, celui-ci. Ah, ça fait rien Non. du tout. Ouais, mais au moins on ne meurt pas. Piocher des cartes. Bah, une montre. Hein. Moi, je Allez, peux rien. je vous donne du temps, les amis. Ah, super. Moi, bah, c'est à mon tour. Je peux rien faire. Alors là, écoute, c'est on fou va parce pas qu'on a 4 perdre, cartes et on se dit on peut rien faire, mais. Je passe mon tour et je te passe. C'est vachement. Moi, j'ai un fil jaune, un fil rouge à donner. Ah, Alors moi j'ai je- plein de micros, j'ai que des micros là. Moi j'ai deux rouges. Oh, Ça c'est n'a un rien, fil ça qui fait n'a rien. du tout. Allez, je coupe un fil jaune moi de mon 30 côté. secondes, Attention. Tu coupes un jaune. Ouais, ça n'a rien fait du tout. Hop, je repasse. Ah Yann. Ah, Ah bon, bon alors je mets un Moi, je vais bleu, pouvoir- bleu, je coupe un bleu. Couper du Ah, rouge. qui avait un demi-œil de toutes les couleurs Bon, j'ai coupé un bleu, attention, on est à 20 secondes, 20 Je te secondes, le 20 donne- secondes. Je te le donne comme Moi, tu je joues coupe avant un et il faut rouge. que tu me donnes un n'importe lequel. Oh là là, il se passe Ah, voilà. rien. 13 secondes, 13 secondes. Ah, vas-y, œil. Bah, rajoute du temps. Ok. J'ai une demi-montre, moi, j'ai une Tac, demi-montre. tac, 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 je suis obligé de couper un rouge. Moi, j'ai rien Hop, du tout. je vais couper. Non. Oui. T'as une Ah demi-montre, mince, Ben deuxième fil rouge, je suis désolé. Tiens, donne-en un. Tac, Alors, je vais mettre du temps pour tout le monde. Hop là. J'ai un- 54 secondes, ça, on est bien. Moi, attends, je ouais. vais couper un jaune encore. J'ai un demi-œil de Ça couleur, fait rien si du tout. multicolore, si quelqu'un L'œil, veut. ça nous donne- Ah, moi aussi, j'en ai un. Non, l'œil, tu choisis la couleur sur laquelle tu veux des indices. Allez. À savoir, par exemple. Ouais, bah, de toute façon là en même temps. Vas-y, on s'en fiche. Rouge ou on peut couper. On peut couper. Eh ben écoute, moi j'ai deux fils c'est-à-dire rouges. qu'il y a aucun Hop, danger. J'ai un demi-rouge, moi, non? C'est Tac. bon? Ok. voilà, c'est bon. À moi, J'arrive, du j'arrive. bleu. Je coupe du bleu. Vas-y, coupe du bleu. Ah là 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 bah là voilà. là là. Non. Tu viens de faire péter la bombe. Bon bah voilà. Oh. Super. Donc, je le savais, hein, Yann, t'as fait n'importe quoi. Je m'en veux. C'est stressant quand même. Hein. Ouais, Ouais. mais c'est fait pour. Hein, donc, on a vu. Moi, je propose qu'on en refasse une petite parce que ça a été quand même assez rapide. Maintenant, vous avez bien compris le principe. C'est vrai que ça a l'air assez rare de pas avoir d'avoir aucune combinaison quoi, parce que je pense que c'est quand même bien calculé. Ouais. On a l'impression et en fait on a toujours deux trucs qui se. Qui peuvent se mettre. Le fait de pouvoir communiquer avec les autres aussi Ouais. donne qu'on peut, si vraiment on n'a rien, on a tout le temps où les autres jouent pour essayer de s'échanger des cartes J'avais pas compris l'histoire d'échange. J'avoue que. et essayer d'aller vraiment de se battre contre le temps. C'est-à-dire que si on voit qu'on peut rien faire, au pire on passe son tour et on donne au voisin. Ça sera toujours mieux que de garder. Passer son tour, on n'a plus sur rien. C'est juste on passe. Et on a la croix en fait. On a il y une croix D'accord. qui est disponible. Hop, tiens Benoît, je te transmets la bombe. C'est toi qui vas commencer. On va remettre la carte au milieu pour pouvoir piocher. Hop, on est toujours en mode découverte, hein, comme ça on fait des parties de 1 minute 30. On a vu que. C'est ça. Et voilà, et tu appuies sur sur Start. Et c'est parti. Alors, moi, j'ai du jaune, j'ai du bleu. Alors moi je peux couper du jaune, du rouge. Hop, petite interview. Moi, je peux faire un Voilà. micro, je Moi peux je peux faire faire un un œil. Je fais un œil et je regarde les rouges. Et les rouges, il y a un coupé et deux têtes de mort. Donc on sait qu'on va pas couper du rouge. Donc le rouge, on va Hop, je passe à Yann. Ok. j'ai une Est-ce que je demi-montre. coupe un bleu, moi, les amis? Parce que c'est bleu ou micro, hein. C'est bleu ou micro. c'est toi qui choisis. Ouais. Moi j'ai beaucoup de rouge là dans mes cartes, mais j'ai des rouges avec des micros. Je vais pouvoir couper du jaune. J'ai coupé un bleu. Et Et- je crois que c'est bon. Non, rouge. Ah, ben, les Bah, deux autres sont bleu, rouges. tu peux pas. Les deux autres sont rouges, Ah, donc il on faut pas sait que faire de dans le rouge. jaune. Alors, Dans le faut pas jaune, faire on de fera rouge, rien. quoi. Tac, j'ai coupé Ouais, un je jaune. veux bien du jaune alors moi si quelqu'un a du J'ai jaune. du jaune. Tiens, je te l'échange contre ça. Bah tiens, Une demi-montre? une demi-montre. Eh ben, Allez, Le ça bleu me sert va. à rien. Non. Mais j'ai fait l'œil. Si, le bleu peut faire. Il y a un Ah oui, cercle, non, il y a rien en bleu. Ouais. Ouais. On a que du Voilà. jaune ou du Ok, rouge. alors moi je sais que ça coupe sert à du rien. jaune. Voilà. Hop, tac, un point vert. Allez, montre. Appuyez sur montre. Oh, là je sens qu'à la deuxième partie on est On est super. bien. Alors moi je vais faire. Alors on a dit qu'il fallait. J'ai des couper micros à vous donner, du sinon je jaune. coupe un fil bleu. Alors, Ouais. rouge, c'est le danger, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, mais là. Moi j'ai pas. Ah si, j'ai un micro aussi. Moi, c'est les dessous. Moi, j'ai que Ça- des ça micros enlève à du temps. choisir. Ouais, mais j'ai pas d'autres J'ai un choix. demi-œil de couleur. Ah, Quelqu'un Ok, veut- ça c'est bon, moi je peux couper un bleu. Le jaune, on a dit que Bleu, c'était c'est- bon, hein. Moi, Tac, je vais pouvoir couper c'est bon, ça du n'a jaune. rien fait. Ok. Le bleu, ça sert à rien. Ça sert à rien le bleu. Ouais, mais sinon j'ai que du rouge. Ah oui. Et là C'est j'ai bon. 4 rouges, ou alors j'ai du Moi micro. je vais couper un jaune. Moi j'ai une montre. Jaune. Ah, toujours rien. J'ai une montre moi. Le bleu, c'est le danger, non? C'est ça? Une montre. J'ai Bien. rajouté un peu Il de y a temps. ni danger ni. Ah bah, je peux aller. Allez, couper moi du bleu, alors. je ça fais servira une à rien. interview et je Ah, ça passe à servira à Yann, il rien. reste 30 secondes. À toi, Yann. J'ai que du bleu à coup. Non, j'ai du temps, j'ai du temps. J'ai du Vas-y, temps. fais la montre. Un jaune ou une montre? Moi je voudrais bien un jaune ou une montre C'est bon. si J'ai du quelqu'un. jaune, mais moi, je veux peux pas- faire une Ah ouais. montre aussi. J'ai pas de montre.
Un jaune ou une demi-montre. Une montre, on a récupéré un peu de temps. Je coupe un jaune. Voilà, un Ouais, verre de super. plus. Yann, un demi-jaune. Ah non, c'est je que sais c'est pas dans le plus. rouge. Ah mince. Bon, Ouais. bah j'ai une interview, Le je suis seul désolé. qu'il va falloir couper, c'est du rouge maintenant. Tac. J'ai fait une Ok. interview. T'as fait une interview. Ça Une craint. interview aussi. Bleu, bleu. Mais alors là, Alors, j'ai un demi-rouge, moi. J'ai un demi-rouge. J'ai un demi. J'ai du temps. j'ai du... 14 secondes, 14 secondes. j'ai du rouge, j'ai une montre. Mais comment on fait là pour savoir quel rouge couper? On n'a Ah, peut j'ai une pas montre. avoir Tiens. plus d'indices? Non, Tiens. on ne sait pas. J'ai- Moi j'ai fait escape. euh, C'est pas de choix, j'avais pas de choix. Vas-y, à toi, Damien. Et ben moi, Je je ne me participe rajoute plus. du temps. Hop. Ah, très Voilà. bien. J'ai pas trop le choix, Mais- moi. À toi, Yann. Alexis, comment on sait pour savoir quel rouge on doit couper? On sait pas. On sait pas Ça, c'est maintenant. au hasard. On sait juste que dans le rouge, ça craint. Mais il faut forcément couper dans le rouge. Bah, vous aurez pas le choix. Hop, alors moi, j'ai de quoi mettre du temps. c'est à Ok, ta ben. Allez, il faut du rouge là. Si quelqu'un- Allez, Ah, je moi peux j'ai faire du un rouge. Allez hop, rouge. Je coupe lui. Attention. Vas-y. Ah ben non, regardez, si je les combine comme ça, je m'enfuis. Et voilà. Tu t'es enfui. Ouais, ça y est, je suis parti. À toi, Yann. Les deux lâcheurs. Micro rouge avec ça, moi. Super. Rouge. Alors là, on les D'accord. regarde. C'est quoi qu'il à faut toi. couper? C'est quoi C'est du jaune rouge. C'est du Du rouge. rouge. Mais j'ai pas de rouge. Fais un effort. Fais un effort. Yann. Ah, ils ont Je coupe 45 du secondes. jaune. Non, j'ai du temps. Tu vas péter. Je mets du temps. Ah, il recule pour mieux sauter là Là. parce que. Moi, je Et peux- on a plus de cartes dans le tas là? Non. Faut remélanger ou J'ai un non, demi-rouge. non. J'ai un demi-rouge. Ah bah moi j'ai un demi-rouge aussi, tiens. Hop. C'est moi qui vais. Ouais, vas-y. Lequel? Bah celui que tu veux, mais on a intérêt de bien chercher parce que sinon. Aïe aïe aïe. Alors on n'a plus de cartes. Moi je peux plus couper de rouge. On remélange pas. Tu n'as plus de cartes non plus. Il nous reste un rouge à couper. On ne peut plus faire l'action. Vous deux vous vous êtes enfuis. Potentiellement on a 45 secondes là qu'on va regarder. Tu sais le temps passer un peu comme dans l'arme fatale là. Ah, lequel il faut Je couper. dis X-Files. On le sait, mais nous on sait qu'on va mourir. Ah ouais, on n'a pas le choix. Bah non. Bah moi je fais une dernière Triste. interview pour. Bah, ça servira à rien, mais oui, Post, non, pré. puisque tu vas mourir. Ah Donc mon voilà. Dieu. Et Quel si beau on avait sacrifice. coupé celui-là, ah bah c'était pas le bon. Celui-là. Huitième mort. Oh là, mais alors. Studio. On avait. un rouge en haut. Oh, on avait déjà coupé en fait le rouge qu'il nous fallait. Non, il y avait deux rouges qui étaient piégés. Ouais, mais voilà, toujours est-il que la bombe a explosé. Nous avec. Donc là, dans un cas comme celui-ci, vous deux qui vous êtes enfuis, vous seriez les seuls à marquer des points. D'accord. Sinon, si on avait réussi à la désamorcer, vous ne marquiez rien, c'est nous qui marquions des J'y points. croyais, hein, franchement. Et en marquant des points, si on avait désamorcé la bombe, après, ça se compte en interview que tu as devant toi, puisque plus tu as fait d'interviews, plus tu vas marquer en plus de points. Puisque voilà, c'est au détriment de tes copains, mais ça peut être utile. C'est combien le temps de la vraie partie? 1 minute. Ah oui, d'accord, c'est plus long que c'est C'est- plus court que la découverte. C'est ça, découverte 1 minute 30, normal 1 minute. C'est. Plusieurs modes ou Comme c'est- tu le vois, non, pour l'instant, il y a. Pour l'instant, c'est que Voilà. les deux. D'accord. Et c'est très très fun. Hein. C'est un jeu d'échange, un jeu faussement coopératif, comme on a dit. C'est un time bomb Oui. version. Bah, Magic Maze, version ou, application, c'est-à-dire que là, dans Time Bomb, on va choisir chez qui on va Ouais. couper. Mm. On va tous pouvoir négocier un petit peu en disant viens chez moi, tu crains rien, vrai ou pas vrai. Là, on part tous quand même. Il n'y a pas de traître. On part tous du principe que on va couper, on va désamorcer la bombe. Mm. Et c'est l'application qui petit à petit va nous indiquer en disant ouais, il faut aller là. Alors. C'est un jeu où il faut essayer de travailler l'écoute. Hein. Tu vois, tout à l'heure, on a dit, on a vu, ça sert à rien de couper des bleus. Il y a des gens qui disent, ouais, moi j'ai du bleu, j'y vais. Mais voilà, dans les premières parties, c'est normal. Après, c'est le type de jeu où en jouant avec les mêmes personnes, tu arrives à créer cette entente qui fait que. Mais que c'est tu vas fun, être de c'est plus en plus dynamique, performant. parce que c'est rapide. Bah, en c'est plus. ça. Il n'y a pas de temps mort. Beaucoup d'interactions. Ah non, puis le fait que les parties soient rapides, tu vois, 1 minute ou 1 minute 30, ça veut dire qu'effectivement, il faut que tu pulses, quoi. Même si tu rentres pas dedans ou même si le jeu ne te plaît pas, bah, c'est suffisamment court, on va dire, pour pas que tu finisses par décrocher. Oui, puis t'as pas 10 000 cartes. C'est effectivement, si t'es pas dedans, t'as pas 10 000 cartes non plus. Tu vas pas ralentir tout le monde parce que tu vas mettre 2 heures à choisir. Non. Voilà, c'est Non, t'as c'est 4 cartes devant soit toi. tu peux, soit tu peux pas. On peut y jouer, donc, comme j'avais dit, jusqu'à 6. Donc là, on était 4, mais on peut rajouter 2 autres personnes, ce qui laisse aussi du temps avant que ça revienne vers Oui. toi pour avoir le temps de checker tes cartes ou d'en discuter avec les autres.
Donc voilà, Fun Bomb, c'est plutôt malin, plutôt fun, plutôt rapide. Ça peut se faire comme il y a une application, ça peut se faire via un écran qui peut attirer les gens. Enfin, je pense sur un salon comme à Finistère, par exemple, ça peut être le genre de choses mis en place, un temps d'animation. Ouais, il y a un roulement assez fluide en soi. Donc, oui, c'est ça, en plus assez rapide pour faire passer les gens. Ça reste une nouveauté puisque au moment du festival, le jeu ne sera pas encore trop vieux, donc il peut susciter l'intérêt. Oui, totalement. Alors c'est le moment de faire la première pause musicale de l'émission. Et pour cela, on va s'écouter Jeanne Chéral qui va nous chanter, bien sûr, en l'honneur de nos invités, ou non, de ceux qui nous invitent plutôt, Finistère. Tu désannonces et j'envoie le jingle. Et c'était Jeanne Chéral qui nous a chanté Finistère. On a bien joué dans Deludes. Et maintenant, on va en apprendre un peu plus sur nos invités. C'est l'heure de l'interview en studio. Toujours dans des luttes et des plumes, après cette petite pause musicale, il est temps de se tourner vers notre invité. Aujourd'hui, c'est Benoît qui nous reçoit, c'est nous qui sommes son invité. Il nous reçoit pour parler, merci à toi de nous l'avoir proposé, pour parler du festival Finistère de Jeux. Oui. Alors Finistère de Jeux, c'est un festival que nous on connaît parce qu'on y participe depuis quelques années. Ça fait combien de temps que le festival existe ? Là, on va être... l'association existe depuis 2011 et le première édition est depuis 2012. Donc on arrive sur la... 8e année. 8e édition. Ouais, non, c'est la 9e édition. On arrive sur la 9e édition. 9e édition. Ouais, c'est la 9e édition. C'est-à-dire que vous avez commencé en 2012 ? Oui, la première était en 2012. Comme nous ? Oui, comme vous. Comme quoi ? Waouh. Vous êtes arrivé depuis combien de temps ? Vous êtes sur Finistère de Jeux ? Je sais plus. Alors pas 2012, hein. Non. Finistère de Jeux, en fait, on est venu en tant que nous pour voir comment ça se passait, donc juste en tant que média. Après, on a été sollicité parce qu'on a fait partie aussi du Grand Prix pour le Grand Prix des élus, du jury. Très bien. Et puis ensuite, depuis, ça fait combien de temps ? Peut-être 4 ans, 5 ans, 5 ans qu'on vient pour animer un petit peu, faire des animations, du Ludigeblick, les tombolas et puis d'autres jeux quand on a le temps de mettre les choses en place. Donc tu le disais, ça fait effectivement depuis 2012 que le festival existe. Oui. Tout à l'heure tu l'as dit, c'est ta deuxième année toi en tant que président. Exactement, oui. Il y a eu combien en succession de présidences comme ça, tu sais à peu près hein on doit être... J'ai arrêté qu'il y a eu au moins 5 présidents, je pense, d'affilée, sachant que c'était Prune Bardonnet qui était avant moi. On a eu Nicolas Le Marchand aussi l'année précédente, ou au moins une année avant que Prune prenne la présidence. Donc il y a au moins, je dirais 5, peut-être le 5e, 6e, je ne sais pas exactement sur combien de présidents, vu que j'étais pas là à l'origine. J'ai rejoint l'association il y a 3 ans en tant que membre, dont une année avant en tant que bénévole simplement. Donc ça va faire 4 ans que je connais à peu près l'association. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément tous les antécédents en termes de... Tout l'historique du bureau ou de la présidence depuis l'origine. C'est une volonté de l'association de faire tourner régulièrement le président, ou c'est juste parce que chacun devait vaquer à d'autres occupations ? Je pense que c'est surtout la volonté... il y a ceux qui veulent rester... Donc après, à voir si... Oui, généralement, ça pose pas trop de soucis aux membres du bureau de réélire la présidence ou les membres qui se présentent, parce qu'après, c'est aussi une volonté de la personne de se présenter ou non. Ce qui a été un peu le cas avec Prune, c'est qu'elle a pris une année où, en fin de compte, elle est tombée enceinte. Donc forcément, derrière, on n'a pas forcément le même programme de vie. Donc moi, un peu à la surprise de tout le monde, j'ai pris la présidence sans trop le souhaiter. Ah oui, ça sent c'était pas forcément. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a aucun coup d'état, c'est que j'ai pas forcément cette envie. J'avais pas cette envie de prendre la présidence de l'association, parce que je me voyais pas forcément à la tête, mais à gérer ça. Et en fin de compte, ça fait la deuxième année que je suis Finistère de Jeux en tant que président. Donc c'est pas inintéressant. Il y a pas mal de choses. C'est pas forcément simple non plus. Beaucoup de choses à gérer, mais c'est une belle expérience en tout cas en termes de. T'étais un grand fan de jeux au départ, ou c'est venu au fur et à mesure progressivement ? Étonnamment, jeux vidéo oui, plus avant, et en fin de compte. Je suis revenu sur Quimper pour le boulot, et en fin de compte, j'étais pas forcément dans le milieu du
du jeu, jeu de société. Un petit peu, mais pas sans nager dedans. Ouais. Et c'est en fait en faisant des après-midi au Finnegans avec Yann de la boîte des jeux, le ludique qui est à Quimper aussi, qui a un bar et des jeux à disposition, avec des amis, notamment certains qui font partie de l'association aussi maintenant. En fait, on s'est retrouvés et mine de rien, ça. C'est là que l'engouement a commencé à naître. On se retrouve, on participe à des soirées, on vient sur Finistère de jeux, parce que moi au début j'ai découvert Finistère de jeux en tant que simple festivalier, voilà, tout simplement. Et puis en fin de compte, on se prend au jeu, on rencontre des gens, on sympathise, et puis on devient bénévole. Et puis au bout d'un moment, on rejoint potentiellement aussi l'association en tant qu'adhérent. Et c'est ça, c'est quand même la grande force du jeu, encore plus qu'un club sportif, pour faire des rencontres. Oui. Si on arrive dans un endroit qu'on connaît pas grand monde, qu'on a envie un petit peu de sortir, faire des nouvelles amitiés, c'est idéal. Ça aide beaucoup. Pour pouvoir faire ça. Oui, parce que le jeu de plateau réunit des gens qu'on n'a peut-être pas forcément rencontrés autrement ou avec qui on n'a pas forcément pensé qu'ils jouaient non plus. Donc non, ça brasse quand même pas mal de populations et de gens de divers horizons. Donc ça reste un loisir effectivement qui brasse beaucoup, comme tu disais, auquel on va pouvoir. On peut aussi bien jouer avec des personnes plus âgées qu'avec des plus jeunes, tout mélanger, là où des fois le sport est un peu plus tranchant en disant attention, il y a des critères de poids, de gabarit, de choses comme ça. Oui, et puis on va être concentré dans son activité. Enfin, c'est sportif, il y a des amitiés qui peuvent se lier. On discute plus autour d'un jeu de société. Un jeu de société, c'est la sociabilisation, c'est quand même une des facettes du jeu de société. Et effectivement, c'est un super outil, quoi. Donc, en plus, parce qu'il y en a d'autres, ça réunit les générations, ça permet de dialogue. C'est intergénérationnel. Rien que sur le festival, on a différents pôles qui justement brassent les tout petits jusqu'aux joueurs passionnés par le côté familial. Voilà, donc c'est vrai que c'est des endroits dans les festivals notamment qu'on voit un nombre, la population est diverse et variée à venir, quoi, clairement. Ça permet aussi pas mal d'écouler ses sachets zip, parce que j'ai un plein de sachets zip, je sais pas quoi en faire. Ben viens, j'ai des pièces à ranger. Viens. C'est vrai ça, c'est ce qui manque souvent dans les boîtes. Et les gens se disent je vais les jeter, mais non, les joueurs de jeux de société aiment les sachets zip. Des boîtes aussi, les boîtes. Alors est-ce que quand on arrive comme ça, tu le disais au départ, tu étais festivalier sur le festival, donc tu profitais en regardant un petit peu comment ça se passait. Après tu es devenu bénévole de l'association, donc tu t'es investi un petit peu plus. Puis, par un concours de circonstances, tu te retrouves à la présidence. Alors, je suis passé par secrétaire adjoint quand même. J'ai quand même rejoint à un moment donné en tant qu'adhérent en bureau. T'as quand même rentré dans le bureau. Je suis quand même rentré dans le bureau à un moment donné avant de passer tout de suite président. Parce que je me voyais pas forcément. Pour dire aux gens, c'est moi, votez pour moi. Votez pour moi pour les années prochaines. Donc oui, effectivement, je suis passé par différentes étapes. Mais justement, le fait d'avoir validé un petit peu toutes ces étapes, avec un regard neuf à chaque étape, est-ce que ça fait en sorte que quand on arrive à la présidence, on a envie de changer des choses ou pas? Est-ce que tu avais eu certaines idées, certaines idées C'est vrai que quand moi je suis arrivé à la présidence, le festival existait déjà depuis 6 ans. Je ne me trompe pas. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient déjà en place. On était déjà intégrés sur Fouesnant, le contact était déjà établi, le festival se gérait d'une façon qui était déjà bien ancrée. Il y avait déjà le lien avec les élus, voilà, les choses comme ça. Tout à fait, oui, exactement, et la mairie, avec la communauté de communes, aussi bien les partenaires qu'on a aussi sur le festival. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà ancrées. Après, la volonté de tout changer, pas forcément, parce que c'est une méthode qui avait fait ses preuves. Voilà, exactement, qui fonctionnait. Donc, pourquoi tout changer Et je me suis dit, première année, pas forcément tout changer, sachant que je sais pas trop où je mettais les pieds. Même si derrière, on avait quand même des gens qui avaient eu l'expérience des années précédentes et qui savaient où ils allaient et comment ça fonctionnait. Donc non, c'était pas forcément c'était plutôt une histoire de bien faire, de prendre le flambeau et de pas de faire en sorte que ça continue, et que on suive la même, même si par exemple sur des animations ou sur d'autres pôles par exemple, ça on pouvait effectivement venir agrémenter sortir un peu du domaine du jeu de plateau classique, mais après en termes de fonctionnement c'était pas forcément une volonté de tout changer et de donner quelque chose qui n'a pas forcément fait ses preuves.
Ceci dit, cette année, par contre, il y a du changement, un petit peu par rapport à la formule classique, des autres années. Tu peux nous expliquer ce qui se passe alors c'est que jusqu'à présent, on était sur Fouesnant, à la salle de Bréoloux. C'est vrai que cette année, la salle est en travaux. La volonté de la mairie était de remettre la salle à jour, à neuf. Donc c'est vrai que c'est une salle qui était principalement sportive. Nous, on avait l'occasion d'y faire là parce que ça avait ce potentiel. Et c'est vrai que cette année, on déménage sur Bénodet, parce qu'on n'avait pas forcément de salle qui pouvait nous accueillir sur Fouesnant. En tout cas, pas pour des festivals de ce style-là ou de cette taille-là. Donc c'est le contact avec la mairie de Bénodet qui s'est fait et qui ont généreusement proposé qu'on se... c'est passé par la mairie. La contact est passé de la mairie de Fouesnant à la mairie de Bénodet. Et ils nous ont accepté effectivement qu'on fasse le festival sur la salle de Poulpry, donc une salle aussi omnisport, un peu comme était Bréoloux. Oui, vous gagnez c'est la même superficie. Alors la configuration n'est pas la même. C'est que Bréoloux, il y avait 2 grandes salles qui étaient attenantes, donc c'est vrai que l'espace donnait une seule grande volume. salle, oui. Voilà. Poulpry, pour le coup, c'est une grande salle avec une salle un peu plus petite attenante, mais grosso modo, on s'y retrouve en termes de on a réussi à gérer de façon à ne rien perdre, quitte à réduire peut-être un petit peu les volumes de certains espaces, mais grosso modo, on s'y retrouve. Et le déménagement donc du coup d'une salle à une autre, c'est que temporaire pour l'instant. Est-ce que alors cette session-là n'est pas encore passée, donc on ne peut pas faire de prévision, mais est-ce que dans votre envie, votre optique future, c'est de retourner dans votre salle première? C'est vrai que les 2 premières années, le festival se voulait itinérant au tout début. Et c'est vrai qu'à l'époque, le bureau s'était dit, au bout d'un moment, c'est compliqué de rechanger de mairie, de rechanger de contact, de trouver un local, même pour le public. Pour le public. L'organisation de l'infrastructure, quand t'es calé aussi, t'as tes repères, c'est pas mal. Et c'est vrai que Fouesnant était un bon compromis. On était au croisement de pas mal de communes. On avait une grande salle, on avait un contact avec la mairie qui se faisait très bien, les élus. Donc c'est vrai que potentiellement, si ça nous a un peu surpris que de devoir déménager forcément sur une autre commune. Après, travaux oblige a priori. Là, c'est pas notre. Il n'y a aucune volonté qui allait dans le sens de. Ils ont fait l'effort en plus de contacter. Oui, voilà. Non. Ça s'est fait dans le bon sens, donc ça c'était pas le problème. Mais c'est vrai que si on reste, je sais pas si on restera sur Bénodet pour l'instant, je ne sais pas. Il faut voir comment l'édition 2020 va se passer aussi. Si on peut rester sur place, ce serait d'autant mieux, histoire de ne pas rebouger encore une fois. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu une question en suspens, quoi. On va déjà faire l'édition 2020 et on verra comment la suite pas au prix des élus, j'imagine. Non. Au Grand Prix des élus, grosso modo, tout est en place à ce niveau-là. Je veux dire, les pôles restent les mêmes, les différents pôles de jeu, le Grand Prix des élus. On aura normalement les éditeurs aussi qui seront présents comme à chaque fois. Petite enfance. Toujours. Vous faites, on aura toujours un espace pour les enfants. Oui, l'accueil se fait toujours. On a ce qu'il faut en termes de surface pour accueillir les tout petits. L'espace a été repensé, mais on ne va rien perdre. Voilà, on ne voulait rien supprimer en termes d'espace. On se disait que supprimer tel ou tel, on perdait même, comme tu parles, le Grand Prix des élus, c'était un peu la base aussi, c'était aussi un peu un noyau du festival aussi. Bien sûr, c'est une identité forte. Donc le supprimer, ça serait très bizarre en soi, donc non, ça on a réduit un peu, mais pas au point de supprimer. Au niveau de l'association proprement dite, vous êtes combien de bénévoles dans l'association sur l'année? Pour le festival, tu veux dire? Ouais, puis est-ce que tous les membres de l'association répondent présents pour le festival? Est-ce que vous devez faire appel à d'autres bénévoles pour le festival en plus de l'association? En fait, c'est pour ça combien vous êtes. Alors le noyau, c'est vrai qu'on est sur... En termes de noyau dur de l'association, ça reste autour d'une quinzaine de bureaux et adhérents. Donc on n'est pas un noyau une grande capacité. Il suffit d'être actif pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai que généralement, on a des bénévoles qui répondent toujours présents et on est toujours en recherche de mains pour l'animation, pour la cuisine, pour le restauration, pour l'accueil. Donc c'est vrai qu'on est toujours en recherche. Généralement, on tourne autour d'une soixantaine adhérents plus extérieurs. On tourne autour d'une soixantaine de personnes qui se relaient sur les 2 jours. Sur les 2 jours. Ouais. Et là, actuellement, au moment où on va passer l'émission, donc au mois d'avril, vous êtes toujours ouvert à des propositions on est toujours en recherche. Manque jamais, en fait. Voilà, la main d'œuvre est toujours la bienvenue, même pour 1 heure, 2 heures. On
on est toujours preneur de bonne volonté. C'est vrai qu'une heure de son temps, c'est pas grand-chose, ça permet de faire tourner un petit peu tout le monde. Voilà. Ça peut être Sachant que cette année, il y a d'autres pôles qui vont devoir se créer, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Voilà, donc c'est vrai que si les gens sont disponibles et souhaitent participer à Finistère de Jeux, on est preneurs. Ils sont les bienvenus. Alors justement, à Finistère de Jeux, on y fait quoi? Ça veut dire, on va parler d'abord en termes de bénévoles et après en termes de festivaliers. Quelles sont les choses qu'on peut y trouver? Si on est bénévole, on peut se retrouver sur quel poste? On peut se retrouver sur des pôles animation. Donc c'est-à-dire qu'on va animer des jeux. On va expliquer des jeux sur la table. Alors aussi bien pour les petits que des jeux familiaux, des jeux plus passionnés, des jeux vraiment un peu plus d'envergure ou qui demandent un peu plus d'investissement. On peut se retrouver sur de l'accueil, donc accueillir les visiteurs pendant les 2 jours, être à la caisse également, parce que nous on a une monnaie sur le festival, les ludes pour le coup, et c'est vrai qu'on a cet accueil à ce niveau-là où voilà, on a un contact, donc il faut forcément de la main d'œuvre pour expliquer aux gens, pour expliquer comment ça fonctionne, comment le festival, parce qu'aucune monnaie ne circule sur le festival. On peut se retrouver aussi sur les animations, parce qu'on a toujours, autre que les jeux qu'on propose en jeu de plateau, on a toujours des animations qui sont aussi... Donc voilà, il y a différents pôles qui vont... On peut gérer des concours, des tournois. Il y a les tournois également qu'on retrouve toujours chaque année, effectivement. Donc on peut se retrouver effectivement à animer le temps d'un tournoi. De la restauration. Restauration, toujours. Le bar. Les pôles de jeu principalement. L'accueil. L'entrée, l'accueil. Voilà, l'accueil, l'entrée. C'est vraiment les gros pôles où il y a besoin de monde. Un peu de monde, tout à fait. Parce qu'il y a d'autres pôles qui se gèrent en autonomie. Les éditeurs, les boutiques, ça c'est vraiment des choses à part où les gens viennent là pour... voilà. D'accord. Et justement, donc, à contrario, alors on se doute que on a déjà fait le point sur certains postes, mais quand on est festivalier et qu'on vient à Finistère de Jeux, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors tu l'as dit, on peut y trouver de la restauration, c'est-à-dire qu'on peut venir en famille parce qu'on va pouvoir manger sur place. Tout à fait. Parce que sur 2 jours, on peut y passer facilement la journée. Oui, totalement. C'est vrai que dès l'accueil, on est orienté vers les différents pôles qui existent, donc les pôles d'animation, comme j'ai dit tout à l'heure. On a également le pôle du Grand Prix des élus, où on va pouvoir voter pour le jeu qu'on trouve le plus beau. Alors, attardons-nous dessus 1 minute ou 2. Le prix des élus. Vous avez déjà une présélection qui a été faite? C'est en cours. On est généralement le principe, c'est qu'on sélectionne en interne une 50aine de jeux qui vont être en fait au bout d'un moment réduits à une 12aine de jeux qu'on va proposer au public pendant le festival. Donc 12 jeux qu'on a nous estimés beaux, ainsi qu'un jury extérieur du monde ludique. Que ça soit reviewer, chroniqueur. Voilà. Pas d'éditeur en tant que tel ou quoi que ce soit, mais vraiment des gens qui font participer la communauté ludique et qui vont être proposés au public et qui pendant 2 jours vont pouvoir voter pour le jeu le plus beau. Quand est-ce qu'ils sont dévoilés? Ils seront dévoilés prochainement, je pense, ou même... T'en as quelques-uns à nous donner, par exemple? C'est là que je voulais en venir, en fait. Tu vois, t'as vu comment je suis... Ouais, je vois ça. Sachant que l'émission passe en avril. Oui, mais... Oui, tout à fait. Sachant que ça reste encore un peu secret. Normalement, ils seront dévoilés. On gratte. J'ai compris. Mais non, pour l'instant, c'est il y a encore une présélection qui est en cours. Ils seront annoncés là, je pense, dans cette date, dans les jours prochains. Bon, peut-être que sur la page Facebook, on pourra mettre à ce moment-là. Dans tous les cas, ce sera annoncé à ce niveau-là, donc sans souci. Au niveau, tu le disais, donc effectivement, on l'a bien compris, c'est le Grand Prix des élus, donc des illustrations. On parle là. Non, on oublie totalement la mécanique et la thématique des jeux. On se focalise que sur le côté esthétique qui est très subjectif, parce que là c'est propre à chacun. C'est pour ça qu'on y trouve une variété, tu le disais. Il faut trancher, donc il faut des gens extérieurs. Est-ce que vous avez déjà eu des surprises en fait à ce niveau-là, des jeux auxquels vous pensiez qui finalement n'ont pas gagné? Est-ce que c'est forcément des coups de cœur, ou est-ce que des fois comment ça se décide en fait? Ça, comme tu dis, c'est très subjectif pour le coup. C'est vu qu'on est plusieurs de l'association, plus les membres du jury extérieur qui votent. Après, est-ce qu'ils ont une affinité par rapport au graphisme,
par rapport à la palette de couleurs qui va ressortir du jeu. Parce que le membre du jury va sélectionner sur les 50 les 12 qui seront mis en exposition pendant 50 au début quand nous c'est en interne, ensuite on passe à 30. D'accord. Qui là les 30 sont donnés aussi au jury, c'est eux qui c'est dans les 30 qui vont choisir les 12 qui vont être sélectionnés. Donc c'est vrai que dans les 12 on peut retrouver des petits jeux très simples, par exemple Conspiracy, que je l'ai devant moi par exemple, comme pas tout hasard, comme des gros jeux comme l'année dernière il y avait ou l'année d'avant il y a eu Imaginarium l'année dernière aussi, ou du Side, des gros jeux. Il y a tout style de jeu qui peut ressortir, c'est vraiment là du... Oui, parce que là on part vraiment sur l'image en elle-même. Donc ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, la mécanique comme quoi tu... Et une fois qu'on a ces 12 jeux, c'est le public qui va passer en fait au fur et à mesure de ce week-end et qui va voter pour élire. Sur les 2 jours. Les 2 jours, on a le dépouillement se fait le dimanche en fin d'après-midi pour en fait dévoiler quel jeu aura eu le Grand Prix à la fin du week-end pour le coup. Ouais. Et qu'est-ce qu'il gagne ? Voilà. Qu'est-ce que ça apporte ? Il gagne déjà un trophée, une sorte de renommée aussi, parce que en termes de visibilité, ça ressort. Et également, on propose nous un partenariat aussi pour l'année suivante, c'est-à-dire que le gagnant, on lui propose de faire notre affiche pour le visuel de l'affiche de l'année suivante. Donc cette année, c'est vrai que c'est comme c'était l'année dernière Imaginarium qui a gagné, c'est Monsieur Bebastis, Philippe Bebastis qui a réalisé l'affiche tout à fait pour qui sera c'est ce que j'allais dire potentiellement qui sera, je pense, a dû être dévoilé déjà ou le sera prochainement, mais en tous les cas, ce sera affiché. On a une jauge de combien de personnes qui passent sur le week-end et potentiellement ça fait combien de votes sur un Grand Prix des élus. C'est qu'après, savoir que si tout le monde participe ou pas, ça c'est toujours compliqué de jauger. Après, d'une année à l'autre, on tourne entre 1500 et 2000 visiteurs, parfois plus. C'est vrai que c'est... Voilà. Est-ce que tout le monde vote ? Je pense pas, parce que certains ne prennent pas. Alors, ils votent un vote pour la famille, par exemple, qui vient aussi. Tout le monde ne vote pas forcément indépendamment. Donc après, c'est pas forcément les estimations, mais après, bon, si entre 1500 et 2000 personnes qui viennent, est-ce que c'est ça qui... Est-ce que c'est à ce point-là ? Je pense pas. C'est moins généralement. Ça vous prend combien de temps de dépouiller ? Parce que ça doit se faire dans le week-end. Alors généralement, il y a un dépouillement samedi soir pour déjà faire les votes du samedi soir. Et ensuite, généralement, c'est la personne qui s'occupe du Grand Prix des élus avec généralement deux mains innocentes de bénévoles ou de membres du bureau qui vont dépouiller ça. En gros, c'est le samedi soir et peut-être 1 heure avant la remise des trophées, histoire d'être sûr sur les votes, quoi. Moi j'avais une question, parce que là on a fait à peu près le tour des illustrations. Il y a un autre animation phare, je trouve, qui sont les tournois. Oui. Qu'est-ce qui va être proposé cette année ? Pour l'instant, on n'a pas encore de... C'est pas encore défini. Les tournois, généralement, on les annonce... on est pas très loin du festival, généralement. C'est quelque chose qui n'est pas annoncé forcément à l'avance, que les inscriptions se font les jours du festival. On n'a pas de pré-enregistrement. Généralement, on tourne autour de 7 tournois à peu près, 4 jeux le samedi et 3 le dimanche. Voilà. Mais ce sera annoncé d'ici le festival, bien évidemment, je pense. Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, l'émission est diffusée en avril, le festival a changé de lieu, mais il a changé de date aussi. Oui. Il a été reculé dans le temps, donc si on est mi-avril et que pas tout n'est annoncé, il faut pas. Il aura lieu quand ce festival ? Alors c'est que on était courant avril, début mai. Là, c'est vrai que en accord, il a fallu trouver une date en accord avec la mairie de Bénodet aussi. Donc là, on tombe sur le week-end du 23 et 24 mai 2020, sur le week-end de la Pentecôte. Jeudi de l'Ascension, pardon, c'est le jeudi de l'Ascension. Oui, c'est moi. Donc on tombe sur le week-end là, effectivement. Ok. Alors, on a encore plein de questions à te poser. J'en ai encore plein ma fiche, mais on est habitué comme ça à faire des petites pauses dans l'émission, sans souci. À revenir vers l'invité pour faire notamment une pause avec des chroniques ou des choses comme ça. Et là, c'est Damien qui doit s'y coller. Oui, ce soir, je vais vous présenter donc The Run Escape from Lost Untold City of Undead Zombies that Eat You and Kill You and Eat You
Again. Grosse boîte éditée par Menhir Games. C'est un jeu, alors que je ne dise pas de bêtises, de Henry Fred et de Rodriguez Juan, illustré par John Dutré. C'était un financement participatif. Ça a été financé par Quick Gogo. Ils ont eu, je crois, 57 312% de taux de financement. Je ne sais pas quel est le terme. Donc ça a permis de débloquer pas mal d'extensions qui sont inclus aussi dans la boîte, c'est-à-dire West Heroes, le retour des démarcheurs blancs, Je suis une légende, War of the World Z, 28 jours moins tôt, tout ça. En fait, c'est un jeu de zombies. Il faut échapper à des zombies. Donc on a un énorme plateau qui représente la ville. Oui, si Alex, tu veux bien m'aider à ouvrir cette boîte, parce que c'est vrai qu'elle est conséquente, elle est imposante. On a un énorme plateau qui représente la ville qu'on va devoir fuir. Donc on est à une extrémité. On peut jouer, je ne l'ai pas dit, pardon, excusez-moi. On peut jouer de une personne jusqu'à 6 voire 7 joueurs. Un petit peu comme on avait sur des jeux, d'autres gros jeux comme ça, comme Conan, qui ont tout copié d'ailleurs sur ce style de financement et de jeu. Chez Monolith, on voit parfaitement le plagiat, je dirais. C'est-à-dire que on peut jouer tous ensemble contre le jeu, où un joueur peut incarner toutes les sortes de zombies différents qui vont nous tomber dessus. Donc nous, on est en haut du plateau, en haut à gauche, on va devoir s'enfuir en bas à droite. Et les zombies déferlent par tous les côtés. Alors les zombies de la Horde, c'est les 200 zombies, je dirais, normaux, qui eux vont nous attaquer par le haut. Et puis toutes les extensions vont arriver les unes après les autres par les côtés. Alors c'est... comment dire, c'est un jeu qui est assez rotor techniquement. On pourrait croire que ce plateau ultra simple laisse énormément de possibilités d'évasion, de sortie, de stratégie, mais non, parce que on a des armes, mais dont la moitié sont totalement, on va dire, inefficaces. On a une baguette de pain, on a un pistolet à clous, on a des choses comme ça, mais on a un nombre de cartouches limité. C'est-à-dire qu'on va avoir, je crois, une quinzaine de cartouches à se répartir entre tous les joueurs. Et quand ton arme est chargée, s'il n'y a plus de munitions pour l'autre, il a une arme qui ne lui sert à rien. En plus, on a des armes contendantes dont on ne peut pas se servir quand on se déplace. Donc on est obligé de s'arrêter. À ce moment-là, les zombies vont nous fondre dessus. C'est vraiment, voilà, c'est plus ces petits jeux où, voilà, tu jettes les dés, et sur un coup de bol, j'ai gagné, quoi. C'est plus un jeu auquel on ne joue pas pour gagner, mais pour essayer d'aller le plus proche possible de la victoire. J'ai envie de dire, on est sûr de perdre. C'est presque plus un jeu auquel on ne joue pas, en fait. On est plus maître de notre destin. Les joueurs, c'est simple, ont un D6, donc on peut avancer de 1 à 6 cases. Les zombies de base ont un D100, donc ils peuvent potentiellement avancer de une case, mais 100 par 100. Les joueurs de 28 jours moins tôt, donc comme dans le film du même nom de Danny Boyle, ont des D8 qui vont additionner, donc ils vont courir 3 fois plus vite que toi. Plus rapidement, ouais. Les joueurs les démarcheurs blancs, par exemple, qui reviennent de Westeros, sont des joueurs qui, comme tout bon démarcheur, mettent un pied dans la porte et peuvent même te débusquer dans les abris. Donc vraiment, il y a un côté, il y a une logique aussi dans les extensions. Voilà, alors je sais pas comment ils ont fait pour avoir autant de licences, mais chaque film est adopté. Et puis il y a des points de vie, forcément. Alors là, le principe est très simple. Tu es touché une fois, tu es blessé. Tu es touché 2 fois, tu es mort. Mais tu es pas mort, tu recommences. Ça, c'est les zombies. Quand ils sont morts, ils recommencent. Ils reviennent au début. Toi, quand tu es mort, tu es mort. C'est voilà, c'est le temps d'installation du jeu et le temps entre le temps d'installation du jeu et le temps entre chaque tour. Le temps d'installation, 4 secondes. T'as ouvert le plateau, t'as posé tes pions, c'est fini. Mais combien de temps pour poser les 100 pions Les 100 pions, alors non, voilà, là c'est le temps du tour du jeu des zombies prend à peu près. Bon, je sais qu'à la fin, pour l'avoir fait avec des joueurs pointilleux, il leur faut en moyenne, on va dire, 4 tours pour dire bon, j'ai fait 70, allez, je prends une poignée, on va dire que ça fait 70, j'avance tout ça d'une case. Voilà, il leur faut 4 tours aux joueurs les plus pointilleux, les autres ont arrêté dès le début et poussent, quoi. C'est un peu un croupier avec sa petite palette là pour pousser les jetons à la roulette. Voilà, c'est la machine à sous où tu mets des pièces et ça tombe avec le racloir là. Voilà, exactement. Alors bon, bien sûr, c'est un jeu qui est
tout public si ce n'est le thème, hein, parce que quand on joue avec les survivants, il faut compter jusqu'à 6, pas plus. Il y a d'autres extensions aussi qui sont dans la boîte. Il y a l'extension Stranger Anything, où c'est les choses qui arrivent d'outre-monde et qui envahissent tout le plateau. Mais alors, et puis il y a l'extension, je ne sais plus comment elle s'appelle. Giant Undead Monster from Outer Space. Voilà, c'est ça, le Giant. Alors ça, c'est un meeple géant qui, lui, va se déplacer de 1 à 3 cases, mais qui va traverser le plateau en écrasant tout sur son passage. Amis, ennemis, alors là, quand il t'écrase, bon, forcément, t'es mort. Et dès qu'il est lancé, il ne fait que ça, il ne fait que traverser et il ne s'arrête pas. Donc, c'est géant vert, quoi. C'est c'est une sorte de géant vert qu'il aurait très mauvaise, qu'on lui a caché pendant des années que le maïs qu'il vendait était OGM. Bon, quand il a dépassé les 12 mètres, il aurait dû se rendre compte de quelque chose. Je vais être honnête, j'ai jamais gagné. Je pense que personne n'a jamais gagné. Mais est-ce que c'est à ma connaissance, non. Je pense que il y en a qui sont allés pas loin. Il y en a qui sont allés pas loin. Mais alors oui, effectivement, si on joue sans aucune extension et sans respecter les règles, forcément. Mais est-ce qu'on peut gagner? Eh ben écoute, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner, mais on peut essayer de s'approcher de la sortie. Puisque c'est un jeu que j'aime bien emmener avec moi. C'est un jeu qui a été créé pour un escape game qu'on peut retrouver à droite ou à gauche. Et même si l'escape, ben voilà, on ne peut pas y jouer. On peut quand même jouer à ce jeu, The Run Escape from Lost Untold City of Undead Zombies, I'll eat you and kill you and eat you again. On peut y jouer parce que dans l'escape game, il ne sert à rien. D'accord. Mais c'est vrai. Comme ce jeu est parfaitement jouissif, surtout quand tu joues les zombies, ça serait dommage de s'en priver. Donc je voulais vous le présenter, vous ne le trouverez pas dans le commerce. Par contre, si Deludes se déplace sur un festival, si je suis là, il y a de grandes chances que le jeu soit là avec moi. Alors, derrière. N'hésitez pas à venir me taper sur l'épaule pour dire hey, après l'émission, on en fait une partie. Moi, je suis sûr que je peux le gagner. Une partie de quoi? De The Run Escape from Lost Untold City of Undead Zombies, I'll eat you and kill you and eat you. Ça, faut le retenir. C'est un jeu édité chez Menhir, donc par Henry Fred et Rodriguez Juan, illustré par John Dutré. Voilà, merci beaucoup Damien pour cette présentation du jeu. On profite d'être au mois d'avril pour présenter des jeux que vous ne trouverez pas en boutique, des jeux qui sont créés spécialement pour l'occasion. Et voilà, et n'y voyez aucun plagiat malgré ce qui a été dit, mais plutôt un clin d'œil. Et... C'est de l'hommage, et je ne cherche absolument aucun éditeur ni aucun financement participatif. Mais par contre, je veux bien jouer avec des gens, quoi. Très bien, le message est passé, merci beaucoup. C'est le moment de la deuxième pause musicale de l'émission. Et donc on va s'écouter les Innocents qui vont nous chanter une chanson qui va encore nous rapprocher de l'endroit où on est, qui est donc l'autre Finistère. Et on vient d'écouter les Innocents qui viennent de nous chanter l'autre Finistère. Vous écoutez des Luds et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Tout à fait, déjà la moitié de l'émission. Il nous reste à peu près 1 heure pour continuer à vous présenter des choses, que ce soit des jeux ou que ce soit le festival de Finistère de jeux avec Benoît qui nous fait la chance de passer cette émission avec nous. Avec plaisir. Là, on va continuer dans les présentations de jeux puisque cette fois-ci, moi, j'ai un jeu à vous présenter. Je vais vous parler de Victorian Masterminds. Victorian Masterminds, c'est un jeu d'Antoine Boza et d'Eric Lang, qui est illustré par David Tobello. C'est édité par Cool Mini or Not, distribué par Asmodée. C'est des parties d'à peu près 1 heure pour 2 à 4 joueurs. Alors c'est encore indiqué 14 ans ou plus, mais voilà, on l'a déjà expliqué. C'est la différence entre un jeu et un jouet. C'est pour le public américain parce qu'on peut très facilement y jouer avec des enfants moins âgés. Vous allez voir, c'est un jeu qui d'abord est magnifique. Il est rempli de matériel. Il va y avoir un plateau central représentant donc différentes villes sur lesquelles on va pouvoir placer des figurines de monuments. On va avoir des plateaux joueurs aussi qui vont représenter des fiches machines un petit peu de façon schématique sur laquelle vont pouvoir venir s'impliquer des différentes pièces de nos machines façon puzzle au fur et à mesure que l'on va les construire.
Il va aussi y avoir un petit plateau service secret avec une aiguille qui va se décaler au fur et à mesure que du danger présent, on va dire. Et puis, bien sûr, à ça, il faut ajouter des cartes, beaucoup de jetons, d'autres figurines qui représentent des bustes de scientifiques. Donc, il y a vraiment une boîte extrêmement bien remplie. Ouais. Le tour de jeu est plutôt simple. On a des petits jetons agents qui représentent. C'est un peu plus petit que des jetons de poker, on va dire. Et on va placer un de nos jetons sur l'une des villes. Et puis voilà, chacun fait ça à tour de rôle. On peut avoir plusieurs agents à nous sur une ville. L'idée étant que à un moment donné, dès qu'il y a 3 agents présents dans une ville, on arrête tout et on résout cette ville. D'accord. On prend ce petit tas de 3 agents, donc on le rappelle, comme on l'a placé à tour de rôle, on va dire que le premier est tout en bas, on a 1, 2, 3 superposés, et on le retourne de manière à avoir le 1, 2, 3, mais cette fois-ci de haut en bas. Ce qui va nous permettre en plus de découvrir la tronche de nos agents, puisque nos agents vont nous donner des petits pouvoirs. À partir de là, 2 actions, tout simplement. On prend le butin de la ville et on applique le pouvoir de son agent si c'est possible. Alors les pouvoirs, ils vont varier. Ça va être par exemple prendre 2 fois le butin. Ça va être d'essayer de réaliser une carte mission. Saboter le pion qui est juste en dessous de nous pour que lui ne puisse rien faire. Ou alors prendre un monument présent dans la ville si notre puissance de feu le permet. Donc ça, c'est les actions possibles. Et les butins qu'on va prendre dans la ville, c'est très simple. Ça va nous permettre de prendre soit des jetons plaques de cuivre, boulons, des pions cadox, ils appellent ça. Des codex, en fait, c'est des points de victoire, tout simplement. Ou alors, on peut gagner des flammes qui vont nous augmenter notre point de puissance. Shadok, mais... Non, c'est pas cela. Donc voilà. Ou alors prendre des pions scientifiques. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans les différentes villes. Ensuite, avec notre butin, on va le placer sur notre fiche de machine. Attention, une fois qu'on a fait le choix de le placer, on ne pourra plus le bouger. Et effectivement, sur notre fiche machine, je l'ai dit, notre machine est représentée de façon un peu schématique. Et on va pouvoir voir que pour construire telle ou telle partie, il va nous falloir là peut-être 2 plaques de cuivre, dans l'autre partie 2 plaques de cuivre et 2 boulons. Donc à nous de bien dispatcher toutes nos ressources parce qu'on ne pourra plus les bouger. Mais dès qu'une partie est complétée avec toutes les ressources, paf, on peut la créer et donc on va comme ça augmenter notre machine de terreur puisque on est tous des grands méchants qui voulons voler tous les monuments du monde. D'accord. Et donc voilà, et notre machine va nous amener des pouvoirs en plus. Oui, c'est des armes de destruction massive en fait qu'on a entre les mains. Quoi. C'est ça. Exactement. Une fois qu'on joue du mauvais côté. On a en plus, donc on l'a dit, on peut gagner donc des ressources ou des scientifiques. Les scientifiques vont aller aussi sur notre petit plateau et puis vont permettre de se faire défausser pour être échangés contre d'autres choses. Soit on peut les échanger pour faire des choix dans son agent en disant « Ah, j'avais posé celui-là, mais finalement c'est celui-là qui va interagir pour bénéficier du pouvoir. » Ou alors on va pouvoir capturer aussi des monuments. Puisque face à ce jeu de simple pause, on va dire, de choix un petit peu stratégique au matos tout fou, finalement les points de victoire ça va être facile puisque ça va être par rapport aux parties de la machine qu'on a réussi à construire ou alors les bâtiments capturés, les cartes missions qu'on a réussi à faire puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a un agent qui nous permet de valider des cartes missions, là c'est pareil, c'est par rapport aux ressources que l'on a qu'on va pouvoir, si j'ai tant de ressources et tant de choses déjà accomplies, je peux valider cette carte mission. Ou alors grâce au codex, des pions codex. Donc finalement c'est très très simple. Le plus hasardeux ça va être de savoir où se positionner, à quel moment se positionner pour essayer d'être peut-être en tête mais finalement d'interagir avec ceux du dessous, de ne pas se faire voler le tour par les agents qui nous empêchent de continuer. Donc voilà, un jeu, on va le dire, d'une facture magnifique. Enfin moi je le trouve très très beau, je ne sais pas s'il sera présent dans le Grand Prix des Illus, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que le travail d'illustration sur celui-là est magnifique, le travail de matériel aussi est magnifique, donc voilà, chez Edge, ils nous habituent toujours à avoir du beau matos, et là pour une fois, autant des fois je critique un peu la taille des boîtes en disant, ils ont mis une grosse boîte pour pas beaucoup de matériel, là il y a une grosse boîte avec beaucoup de matériel. Ce que j'ai vu, oui, ça change. Moi, je dois dire que j'étais un petit peu désappointé quand on y a joué parce que, bon, quand tu joues à un Monopoly Star Wars et que tu connais le Monopoly, ça va. Là, le Victorian Mastermind, je m'attendais à avoir une musique au clavecin, une bande-son, et puis quelqu'un qui fait « Alors, je mets le bleu, je mets le jaune, je mets le rouge. » Alors, tu as 2 points verts, 2 points blancs et 1 point noir. Alors, il y a 2 couleurs qui sont bien et 2 couleurs qui ne sont pas bien.
Non, c'est pas un mastermind Non, à l'époque pas du victorienne, tout. avec Non. un accent, des perruques, Non, de quoi la que le nom poudre. laisse penser, pas du tout. Non, Ouais, c'est mais vraiment. moi, ça m'a. Du Mais Parce parce que que ça quand pourrait on voyait- refroidir, tu te dis, ils ont fait un mastermind en thématisant un petit peu le Ouais. truc, quoi. Avec des pions en bois, c'est des essences de bois en fait, les Sauf que couleurs. non, pas du tout. Mais non, parce qu'en fait, pris au sens, quoi. bah voilà, le nom C'est de. le maître de l'esprit, en fait. Bah oui, vraiment, mais pas c'est la ça, c'est parce que référence, on à est l'autre jeu. des maîtres du mal, les maîtres de l'esprit. On est les chefs, tu vois, du cerveau, un petit peu comme si Moriarty rencontrait d'autres clones de Moriarty et tout le monde essayait de. T'avais pas de deuxième Non, j'avais référence. pas d'autre T'as commencé référence. ta phrase, C'est ça. Donne-moi un méchant. Donne-moi un méchant bien connu qui peut aller. Mais voilà, l'idée c'est ça, quoi. On est des maîtres du mal. On essaye d'aller avant les autres, de récolter un maximum de points. Et c'est très très fun, très facile à jouer. Encore une fois, ne vous laissez pas arrêter par le 14 Ça ou peut plus. paraître complexe comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses, mais C'est ça, en fait. Ouais. Quand il y a beaucoup de matériel, on a tendance à se dire, oh, ça va prendre du temps, ça va prendre de la place et ça doit être difficile. Non, mais on en est fait, dans un jeu Pas du familial. tout. Oui, complètement. Oui, voilà. Bon, ça y est. Ça y est. Merci Alexis Mais de rien. pour cette chronique. Mais de rien. Justement, à toi, essaye de faire mieux parce que là, cette fois-ci, c'est Yann qui doit nous présenter un jeu. Eh ben moi je vais vous présenter Les Petites Bourgades. Alors Les Petites Bourgades, c'est un jeu de Peter McPherson qui signe là son premier jeu et c'est illustré par Gong Studio et particulièrement par Matt Paquette qui lui a déjà travaillé pour d'autres jeux que je connais pas trop parce que c'est beaucoup des jeux qui n'ont pas été traduits. Donc on pourra noter quand même Bosque qui a été édité par Matago. Donc ça c'est, par contre là on est édité par Lucky Duck Games pour ce jeu. Ça se joue de 1 à 6 joueurs, chose plutôt assez rare. Et on est, alors sur la boîte c'est marqué 14 ans, mais alors là ne vous y fiez pas du tout, on est juste sur du légal pour le marché international. C'est un jeu à partir de 7 ans, on peut jouer avec ses enfants sans aucun souci. Complètement. Mais par contre on s'amuse aussi à tous les âges et il y a quand même un petit peu de challenge. Donc c'est pas un jeu enfant non plus, c'est vraiment un jeu familial ouvert à tous. On est des durées de partie qui sont de 45 minutes environ. Et donc là, on va être dans le thème de la construction du ville, placement de ressources, on va construire des bâtiments. Donc dans les petites bourgades, on incarne un maire, et dans cette période électorale actuelle, eh ben c'est très bien, on sent qu'on surfe un petit peu sur la vague. Et donc là, il va falloir faire la ville la plus prospère, la plus réussie en fait, de façon à avoir réussi son mandat, on va dire. La plus jolie parce que La oui, plus c'est ça. jolie. On Et est donc pour ça, on va marquer des points en fonction des différents bâtiments que l'on aura placés. Donc pour jouer, ben c'est assez simple, on a tous devant nous tout un tas de ressources de différentes couleurs, et puis on a un plateau individuel de 4 cases par 4, qui nous donne un total de 12 cases, à peu près. 4 par 4. Ouais. Ah bon, ça suit là-bas quand même, c'est bien. Donc on a du 4 par 4 avec un total de 16 cases, Ah, 16, oui. pardon. sur lequel on va aller poser nos ressources. Donc pour ça, à tour de jeu, le premier joueur va choisir une ressource de n'importe quelle couleur, et va la positionner sur son plateau. Et chaque joueur devront choisir une ressource prendre la ressource de la même couleur qui a été faite par le premier joueur et la positionner sur son plateau. Pour ça, on a des cartes. Alors, on va pas les positionner n'importe comment. On va devoir construire des bâtiments. Pour cela, il va falloir positionner des ressources de différentes couleurs et les juste à poser d'une certaine manière pour pouvoir déclencher son bâtiment. Par exemple, il va me falloir 2 ressources jaunes, une marron et une grise pour pouvoir construire un verger. Et donc, il va falloir les positionner en carré. C'est ça, c'est-à-dire que devant nous, on a des cartes qui nous donnent le bâtiment en disant le bâtiment verger et on a la ça. disposition des. À la on peut pas les méthode mettre n'importe d'un comment. Tetris un peu. Ouais. Oui. Vous voyez, donc Configuration on va pouvoir les positionner comme ça. Donc on va avoir tout un tas de bâtiments qui vont être choisis au début du jeu, parce qu'au début du jeu, on a donc des bâtiments qui vont être pris dans chaque catégorie, on va en mettre qu'un seul, donc on va avoir une certaine rejouabilité, parce qu'il y a à peu près 5-6 bâtiments par catégorie. Donc là, on va en choisir donc un de chaque sorte. On va avoir aussi une carte de sorte de merveille à construire pour soi, c'est le monument en fait, hein. Et celle-ci, elle est spécifique à chaque joueur, donc au début de partie, on va avoir deux cartes et on va en choisir une. Donc là, ça va déclencher des bonus et des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Donc ensuite, on joue. Donc on va prendre un jeton, le positionner, et une fois qu'on aura réussi à remplir l'objectif marqué sur la carte qu'on vise, eh ben, on va pouvoir enlever les ressources qui correspondent à la construction de bâtiment et poser sur une des cases où on avait posé nos ressources le bâtiment. Ce fameux bâtiment va nous donner des points de victoire à la fin, à condition de remplir certaines conditions. Parce qu'il y a des bâtiments qui vont, comme l'auberge, il faut qu'elle soit seule sur sa ligne ou sur sa colonne, de façon à pouvoir
rapporter des points de victoire. Si on a plusieurs auberges qui sont mal positionnées, et ben là ça va être moins profitable et donc on aura moins de points de victoire ou pas du tout même peut-être. Le verger, il y a la ferme aussi qui va fonctionner de cette manière-là. Enfin, on va voir différentes techniques qu'on va pouvoir mettre en place. À nous d'être assez malins dans le positionnement de nos ressources pour perdre le moins d'espace possible. Parce que quand on a rempli son plateau et qu'on n'arrive plus à construire de bâtiments, son tour s'arrête. Son jeu s'arrête et on attend que les autres joueurs continuent de finir de remplir leur plateau. C'est un jeu d'optimisation. On a rempli, ils se sont pas forcément transformés en bâtiments, juste on a fait n'importe quoi avec. Si tu les as, voilà. Étant donné que on a très peu de marge de manœuvre parce que chaque joueur choisit la couleur et impose à tous les autres joueurs la ressource que l'on va choisir à ce tour-ci. Donc on est obligé de la poser en se disant c'est pas tout le monde pose la même quantité de bâtiments et on est non, on va se retrouver en décalage au fur et à mesure. Quand on pose son bâtiment, les autres joueurs n'en seront peut-être pas là. Parce qu'ils vont avoir une autre stratégie à mettre en place. Et donc, du coup, ça devient très malin parce qu'il y a des combos à faire entre les bâtiments qu'on va construire et qui vont rapporter plus ou moins de points, qui vont donner une optimisation aussi de son jeu. D'accord. Voilà pour les règles générales. Après, on a quand même 2 petites variantes qui vont permettre plus de flexibilité, une adaptation un petit peu dans la difficulté. Par exemple, il y a la règle de la cave qui va nous permettre de mettre 2 pions. On va pouvoir stocker 2 pions de couleurs, de ressources dans cette cave si on ne veut pas les placer directement sur son plateau. Donc on va voir comme ça une petite flexibilité. Ça, on dirait les règles qu'on invente, le jeu qu'on a fait 10 000 fois et allez, s'il te plaît, on peut mettre la règle de la cave. À chaque fois on galère, on a qu'à faire. Allez, on l'a payé ce jeu. Sauf que là, toi, les 10 000 parties, elles ont déjà été faites par quelqu'un qui a pensé et qui a dit on va le mettre parce que effectivement c'est intéressant. Donc là, c'est plutôt intégré pour dire que ça facilite un petit peu le jeu, ça donne plus de flexibilité. Il y a la variante aussi de l'hôtel de ville. Donc là, on a un tas de cartes qui vont définir des ressources aléatoirement. Ce n'est plus au choix du premier joueur, ça sera donc aléatoire. Donc au premier tour, on tire une carte. Il va nous donner la couleur de ressources que tout le monde va prendre. Donc là, on va tous la prendre simultanément. Deuxième tour, pareil, on va tirer une carte, ça va nous imposer une ressource. Par contre, le troisième tour, là, chacun choisit sa ressource de façon à pouvoir compléter ou ajuster un petit peu ses constructions. Que tributaire des cartes tirage. Qui peut-être ne sont pas du tout dans notre sens, quoi. La carte hôtel de ville, voilà, c'est la fameuse où tu as quelqu'un qui t'apporte une enveloppe et dit j'en ai mis un petit peu plus. Mais fais gaffe, il y a France 5 qui filme. Ah oui, il y en a un petit peu plus quand même. Donc vous voyez, on est vraiment dans un jeu très facile d'accès, très simple, qui peut se retrouver quand même hyper technique au niveau de la réflexion, assez complexe. Donc ça s'ouvre vraiment à la plus grande fourchette de joueurs, du petit débutant qui découvre jusqu'à celui qui veut se casser les neurones pour optimiser au maximum et faire le meilleur score possible. Parce qu'à la fin du jeu, donc on va compter ses points en fonction des bâtiments et chaque case où il restera une ressource, on va les enlever et ça fera des points négatifs. Et donc on va se retrouver avec comme ça à faire une petite addition pour savoir combien de points de victoire on a. Et on va pouvoir tenir son score de partie en partie pour essayer d'optimiser, d'avoir le meilleur score possible, en plus d'écraser les autres joueurs. Oui, d'accord. Voilà, c'est donc Les Petites Bourgades par Lucky Duck Games et c'est un excellent jeu pour commencer cette année. Merci beaucoup Yann. Merci Yann. Moi c'est totalement le genre de jeu que j'aime bien. En plus, il y a des petites fiches pour noter tes scores. Quadropolis dans l'esprit du plateau où tu dois aussi. Où tu dois placer, essayer de mettre des bâtiments en adéquation avec d'autres en disant s'il est si à côté d'une fontaine, il va rapporter plus que. Ben là, on retrouve des petites similitudes dans le côté de placement des bâtiments. À la différence que dans Quadropolis, tu pouvais choisir directement ton hôpital ou ta caserne, ou que là, tu te dis que si tu veux que ton hôpital soit à côté de la fontaine, il va falloir le fabriquer. Donc, il va falloir que y ait la fiche hôpital au milieu et que ta disposition des petits cubes corresponde à ce que tu pioches. Donc, ça mène une petite, un petit flux tendu en plus, en fait. Dans ce côté-là. C'est un jeu hyper malin qui était très attendu. La traduction était vraiment attendue parce que du coup, ça s'ouvre vraiment au tout public. Il n'y a plus besoin, même s'il y a très peu de texte, il n'y a plus besoin de maîtriser l'anglais et du coup, c'est vraiment plus facile pour les enfants aussi de s'y mettre. Alors moi, je vais rester aussi dans les présentations de jeux. Le dernier de l'émission, c'est aussi un jeu malin, rapide et pour tout le monde. Oui, je vais vous parler d'un jeu plutôt récent, de Abyss
Conspiracy. Alors Abyss Conspiracy, c'est un jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier qui ont déjà fait les autres jeux Abyss. C'est illustré par Colette encore, c'est édité par Bombix, pas loin d'ici, distribué par Asmodée pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties rapides d'à peu près 20-30 minutes. Alors dans les fonds marins, on va essayer de faire les meilleures alliances possibles. Ça reprend le concept de Abyss. Tout type de jeu, c'était ça. On va jouer avec des créatures marines, des seigneurs marins. Sauf que là, c'est très très simple. On a 2 pioches, une pioche seigneur et une pioche lieu. À son tour de jeu, on a le choix entre 2 actions. On va recruter des seigneurs et on va le poser ensuite dans son aire de jeu, on va dire, pour agrandir son sénat. Son sénat, c'est juste une pyramide inversée qui va partir de 5 cases en haut jusqu'à 1 case en bas. Tout à fait. Donc voilà, j'ai dit on recrute son seigneur, c'est la première des actions que l'on fait. Pour recruter, tout simplement, on va piocher dans la pioche seigneur 1, 2 ou 3 cartes, c'est au choix, et on va en choisir une qu'on ajoutera à son sénat. Les autres iront tout simplement dans leurs défausses respectives, à savoir, s'il me restait une carte bleue et une carte rouge, je mettrai dans la défausse bleue et la défausse rouge. S'il me restait que 2 cartes jaunes, je les mettrai toutes les 2 dans la défausse jaune. Et ensuite, on fait ça chacun à notre tour pour choisir nos seigneurs. Alors si on ne faisait que ça serait pas marrant. C'est pour ça que la deuxième possibilité de recrutement, si on n'est pas intéressé par le fait de piocher au hasard 1, 2 ou 3 cartes, on peut choisir de prendre l'intégralité des seigneurs disponibles dans une couleur. À un moment donné, je me dis, oh là, il y a 7 seigneurs verts, je vais peut-être les prendre et puis les mettre dans mon sénat. Comme ça, on va créer donc sa pyramide, pas forcément tous à la même vitesse. Donc il y a un petit challenge de course qui va se mettre en place parce que dès qu'une pyramide est finie, on va mettre comme ça fin au jeu. Il faut savoir juste que par contre, on risque de se bloquer aussi parce que pour scorer, il y a différentes manières. On peut scorer en prenant juste les points de nos seigneurs les plus forts. Dans mes seigneurs bleus, j'en ai un qui vaut 3, un qui vaut 7, un qui vaut 2. C'est celui qui vaut 7 que tu vas compter. Exactement. Je ne vais pas tout additionner, je vais garder que le plus fort. Donc l'intérêt d'aller chercher beaucoup de seigneurs forts. Suite à ça, pour scorer, je vais aussi prendre les points. Alors je l'ai dit, de l'intérêt de chaque couleur. Donc si je fais que du monochrome, si je prends toutes les vertes, j'aurai beaucoup de verts, mais j'en aurai qu'un qui vaudra des points. Mais oui, c'est ça. Donc j'ai intérêt de un peu diversifier. Exactement, de diversifier mes couleurs. Je peux aussi avoir certains seigneurs qui vont me rapporter des clés. Effectivement, les seigneurs ont des pouvoirs, et si c'est le pouvoir de la clé, dès que j'ai 2 clés identiques, soit en argent, soit en or, je peux prendre possession d'un lieu, la deuxième pioche. Même principe, je choisis le lieu qui m'intéresse en mettant les autres à disposition, et je pose sur mon seigneur, et là ça va me donner des points en plus supplémentaires, parce que les lieux vont m'apporter des pouvoirs et des points. Je peux aussi gagner des points en devenant le seigneur des perles, le maître des perles. Certains seigneurs que je vais prendre vont m'octroyer des points de perles. Et donc on a un petit plateau sur lequel on va noter, si j'ai 4 points de perles, si je suis le seul à avoir ces 4 points, je suis le maître des perles et j'ai un petit token qui me dit j'aurai 5 points supplémentaires à la fin. Si Damien en jouant arrive à 4 points de perles également, il prend possession du token. Et si toi, Yann, à un moment donné, tu arrives à 6 points, tu deviens maître et il faut que quelqu'un arrive à 6 points pour te déclasser. Il n'y en aura qu'un qui l'aura. Exactement. À la fin, il n'y en aura qu'un qui l'aura. Donc, il y a une petite course comme ça au maître des perles. 7 points. 7 points. Moi, j'ai 7 points. Donc, il faut arriver à 7 ou plus pour me le reprendre. D'accord. Il n'y a que virtuellement que je gagne à ce jeu. Il joue souvent dans cette Et comme ils sont plusieurs, ils s'arrangent. Et enfin, la dernière façon de scorer, c'est aussi en créant la plus grande ligne ininterrompue entre seigneurs de même couleur. Donc si j'arrive à en mettre sur chaque ligne jusqu'en bas, je vais pouvoir comptabiliser, voilà, j'arrive à faire... 1 point par carte. Là tu me poses une colle, je ne sais plus comment on calcule. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Si j'arrive à faire une ligne de 5, j'aurai les 5 points. Si j'arrive, alors là si je fais que du monochrome, j'aurai beaucoup de points mais
Toujours est-il que j'ai que 15 places. Tu n'auras pas les 7 points dans les autres couleurs. Exactement. C'est-à-dire que au pire, j'aurai 15 points, ce qui correspond peut-être à 2 grands seigneurs. Combien il y a dans si sa les pyramide autres, de Sénat déjà? 15 cartes. 15 cartes. Ah oui. Donc, on commence à 5, on finit à 1. En dessous, il y a 4, 3, 2. de le rentabiliser en prenant plusieurs couleurs quand même. C'est ça, exactement. C'est trop vite ou pas, quoi. Ça dépend à quelle vitesse tu mais c'est ça. Alors, c'est vraiment un jeu malin, très rapide, parce que ça reprend toutes les bonnes idées qu'on avait dans Abyss, sans avoir à sortir le jeu et à tout mettre en place, ce qui des fois peut être laborieux parce qu'il y avait quand même beaucoup de matériel. Et là, ça s'emmène dans la poche parce que c'est sur les formats boîte en fer de Bombix. Donc ça se présente sous. Il y a 2 petits jeux de cartes. Donc ça s'emmène partout, ça peut se jouer très très rapidement. Ça reste beaucoup plus retors que ça n'y paraît. Et c'est très fun. Oui, ça a l'air très malin aussi, ça fait appel au ménage. Ouais. La rejouabilité est assez grande pour le coup. Tu ne tombes jamais sur la même carte. C'est ça. Très rapidement. Ouais. Et c'est l'intérêt des jeux rapides d'avoir une grande rejouabilité parce que c'est vrai que sinon on a tendance à se lasser, que là on peut y revenir plutôt rapidement. Pour un jeu malin, il tient dans une petite boîte, quelques cartes qui sont très belles. Ça s'amène partout, quoi. Bombix est fort pour ça, parce que généralement leur gamme boîte de fer, c'est toujours des jeux rapides et des jeux quand même très malins. Quand on reprend Captain Carcass, quand on prend Croc, quand on prend ce type de jeu, où quand même sous couvert de petites boîtes, donc de jeux pas chers, on a un très bon jeu familial. Est-ce que, alors tu as parlé de ce jeu-là tout à l'heure, est-ce que donc il fait partie des jeux en lice ou c'est juste parce que tu connaissais ce jeu-là J'ai joué à la version prototype. D'accord. Parce qu'avec Yann, c'est ça qu'il nous l'a proposé à un moment donné pour au moins tester ce que pouvait aller devenir le jeu. Il en a fait partie parce que moi je l'ai aussi personnellement dans ma ludothèque pour y avoir joué, donc je le trouvais. J'ai pas la version Abyss grand plateau, mais je me suis dit au moins je l'aurais dans la poche. Après, il est potentiellement sans en dévoiler plus, il fait partie de la grande liste. Il a fait partie de la grande sélection. Voilà, c'est pas forcément comme Abyss était déjà une précédente fois, on l'exclut totalement. Non, on n'est pas à dire cette maison là ou cet auteur là a déjà participé ou a déjà été. Donc il a réalisé un nouveau travail, il a réalisé une nouvelle œuvre. On part pas sur le fait que telle maison a déjà eu un jeu gagné l'année précédente ou 2 années avant qu'on va l'enlever forcément. Non. Il rentre dans la... Et donc, est-ce que, justement, vous jouez au jeu? Est-ce que ça fait partie d'un critère? Est-ce que vous jouez aux jeux qui sont sélectionnés, peut-être pas les 50, mais les 30 ou les 12? Ou est-ce que c'est vraiment l'illustration et on ne se braque pas sur le mécanique, c'est vraiment l'illustration qui est... C'est l'illustration avant tout. Après, qu'on y ait joué ou pas, ça peut effectivement influencer, parce que je sais que Conspiracy, pour y avoir joué, oui, ça fait partie des choses qui peuvent... orienté, on va dire, même de l'avoir à la maison ou pas. Mais non, avant tout, c'est vraiment l'illustration, parce que la plupart des jeux qu'on sélectionne, soit on les connaît même pas forcément, ou juste entendu parler, ou il y a différentes façons. Quand on parle illustration ou beauté du jeu, est-ce que c'est l'illustration au niveau de la boîte, en fait, de sa jaquette, ou est-ce que c'est d'une manière globale sur l'intégralité du jeu? On essaie de faire de tout ça que la boîte peut attirer, parce que généralement, c'est la première chose qu'on voit dans le jeu. Après, c'est vrai que la boîte parfois peut attirer en fin de compte dedans, se dire c'est pas forcément foufou ou ça complètement différent et en fin de compte il n'y a pas d'unité. Donc il y a l'ensemble joue en général dans les avis de chacun. D'accord. Ouais. Alors, on va revenir justement vers toi, Benoît, pour continuer de parler de Finistère de jeu et aller un petit peu plus dans le détail. Mais d'abord, c'est le moment maintenant de la 3e pause musicale de l'émission. Est-ce qu'on va voyager? Eh bah oui, on va voyager. Et vous savez où on va voyager? Je vais vous le dire tout de suite. Parce qu'on va écouter Jens Lekman qui nous chante Wedding in Finistère. Et c'était Jens Lekman qui vient de nous chanter Wedding in Finistère. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans Des Luds et des plumes. Toujours dans Des Luds et des plumes, on attaque la dernière partie de l'émission. Le moment de se tourner à nouveau vers Benoît pour continuer de parler de Finistère de jeu. Et notamment, est-ce que tu peux nous dire les éditeurs qui ont déjà été contactés? Est-ce qu'il y a des éditeurs qui répondent présents longtemps à l'avance, ou est-ce que vous devez
Comment ça se passe en fait pour contacter les éditeurs? Ça se passe, alors, ça dépend. Généralement, on est en une phase où d'une année sur l'autre, certains vont nous dire on revient l'année prochaine, recontactez-nous quand vous saurez la date, quand ce sera mis en place. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément été présents, qu'on va forcément retourner voir parce qu'on se dit pourquoi pas cette année-là. Après, voilà, leur solliciter. On a souvent des petits éditeurs aussi qui, eux, par contre, c'est eux qui viennent nous solliciter en disant est-ce que vous avez une table, est-ce que vous avez un espace pour qu'on puisse être présent ou pas. Il y a différentes façons. Soit on les contacte, soit c'est eux qui viennent aussi nous. Et là, vous avez déjà des éditeurs que vous savez déjà présents? Normalement, oui. A priori, si on a souvent des grandes maisons d'édition, style Bombix, comme ils sont locaux, ils risquent certainement d'être présents sur le festival. Ce serait même dommage. Ce serait un peu bête que les éditeurs du coin ne soient pas là. Nuts Publishing, qui est à Quimper également, normalement sera aussi présent. Après, si les éditeurs ne sont pas présents en termes de physiquement, parce qu'on a aussi un partenariat dans le sens où ils nous envoient des jeux et c'est nous qui les animons en leur nom en soi, ce qui est déjà arrivé avec Asmodée ou d'autres maisons où on a dû avoir aussi des Shikami, je sais plus, une année aussi où c'était eux qui nous envoyaient les jeux parce qu'ils ne pouvaient pas être sur. Oui, ils peuvent pas être partout sur tous les salons tout le temps. Dans une partie éditeur, alors pas dans une partie ludothèque, mais vraiment sur on saura qu'on est sur une table de alors c'est arrivé une année, c'était Inis. L'éditeur, je ne sais plus qui l'édite, mais en tout cas ne pouvait pas être présent pour le présenter et nous avait demandé. Donc, par contre, il était sur le pôle passionné pour le coup. On mettait en avant, savoir que c'était que ce jeu était mis en avant par l'éditeur, mais n'était pas forcément présenté sur les pôles éditeurs. Il y a différents, mais en généralement tous les jeux éditeurs sont centrés sur le pôle en question. Et donc un festival comme ça demande forcément un budget. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il se met en place celui-ci, combien vous avez besoin, parce que vous avez une volonté de gratuité. Oui. Donc pour un plus grand accès. Oui, tout à fait. Mais du coup, il faut bien pouvoir rentrer dans les frais parce que c'est toujours qu'il y a la question. Oui, tout à fait. Et donc du coup, ça se décompose de quelle manière? Généralement, on a une partie subvention de la mairie qui peut oui ou non être accordée. Ça, c'est toujours un peu la question. Est-ce qu'on va être soutenu ou pas financièrement, du moins, par la communauté, du moins la commune, quoi. On peut dire des chiffres, c'est oui, après c'est vrai que généralement c'est quoi le budget global du festival? Ça peut tourner autour de, je sais que l'année dernière le budget tournait autour des 8000. D'accord. Grosso modo, on tournait, c'est à peu près ça en termes de aussi bien la partie de restauration qui nous coûte quand même une bonne partie parce qu'il faut nourrir les bénévoles. C'est ça, il faut nourrir les bénévoles. En contrepartie de leur travail, vous les nourrissez quand même. Comme l'entrée est gratuite, il faut qu'on se rattrape sur certains pôles en question. Les éditeurs rentrent beaucoup dans la partie justement apport de gains, recettes, de recettes. Oui. Tout à fait. C'est comme le fait de venir présenter le festival. Nous, on loue des tables en soi aux éditeurs qui viennent présenter. Et ça représente un pourcentage conséquent? C'est souvent une bonne moitié du 50% du budget. Grosso modo, je dirais à peu près. On est grosso modo dans ces chiffres-là. J'ai pas forcément tous les chiffres, mais c'est une bonne partie. C'est pour donner une idée un peu générale. Grosso modo, on est là-dessus. Donc c'est vrai que si on n'a pas ça en soi, le festival. C'est compliqué derrière. On a tout ce qui est tombola aussi. On organise une tombola sur les 2 jours. Les gens peuvent participer. Et le tirage au sort se fait le dimanche soir. Donc là aussi, les gens qui participent, ça fait une rentrée d'argent. Historiquement, il y a combien de participants à peu près chaque année au tombola? Alors nous, c'est qu'on propose une trentaine de jeux généralement à chaque fois, en tout cas depuis les dernières années. La tombola attire beaucoup de monde. Alors après, à dire que c'est un peu comme le Grand Prix des élus, j'ai pas forcément tous les chiffres en tête, mais je dirais une bonne moitié déjà des visiteurs participent. Qui participent, participent déjà. Les gens sont toujours attirés par ce genre de c'est vrai que c'est une bonne opportunité. Donc, c'est une bonne occasion. Contre 1 ou 2 euros, on peut gagner des boîtes à 30-40 euros. C'est ça, le prorata, ça vaut le coup après. Et puis même si on tente sa chance, et puis au moins on participe aussi financièrement au festival. Complètement, c'est ça un peu l'intérêt aussi, c'est que derrière on puisse aussi continuer et avoir de matière à investir, à proposer autre chose qui peut. Voilà. Le fait d'avoir, tu disais, d'avoir la commune qui vous suit, que ce soit par subvention ou autre, là, le fait d'être délocalisé et en arrivant ailleurs, est-ce que les autres communes sont sollicitées aussi? Est-ce qu'elles mettent le même engouement ou est-ce que
ou est-ce que vous vous rendez compte, tu parlais d'un festival un peu itinérant, mais est-ce que du coup tu te rends compte que l'identité est quand même plutôt locale? C'est vrai vu qu'on était ancré sur Fouesnant, on savait qu'on avait une certaine continuité à ce niveau-là. Arrivant sur Bénodet, la question s'est posée, est-ce qu'on aura la même aide financière? Donc c'est pas forcément, parce que la mairie n'est pas forcément, la taille n'est pas forcément la même. On arrive sur une nouvelle commune, donc on n'est peut-être pas forcément dans les petits papiers non plus de la mairie. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à savoir, est-ce qu'on l'aura, est-ce qu'on l'aura pas, et si on l'a, combien on aura. Donc c'est vrai que vous êtes encore un peu dans le flou. C'est quelque chose donc qui là, vous avez encore des incertitudes par rapport à la clôture de votre budget, en fait. C'est un pari que vous prenez. C'est un pari, parce qu'on a un peu de côté quand même, parce qu'on arrive quand même à avoir un peu de réserve au bout du sur temps, les rentrées. vous avez un peu de trésorerie. Mais c'est vrai que si les gains, la recette se fait de moins en moins présente et qu'on a de moins en moins d'aide aussi, derrière c'est toujours un peu compliqué de tenir la route, de proposer aussi le même qualité parce que je sais que les gens reviennent aussi sur le festival, les éditeurs ou autres partenaires reviennent aussi sur le festival parce qu'on a certains pas standing, c'est pas le mot, mais si on mange bien, on peut le dire, on propose pas mal de choses qui font que les gens reviennent. Mais c'est vrai que voilà, cette année est un peu compliquée, donc on essaye de rester qualitatif. En tout cas, on va essayer de rester dans le même niveau de prestations, quoi. Exactement. Tout en essayant de faire attention, parce que si on ne veut pas non plus s'éparpiller et être au moins axé sur les principaux bien sûr, pôles. Il vaut mieux faire moins de choses mais les faire bien que c'est ça. Donc vous avez commencé à repérer sur quel panneau accrocher les pancartes festival par là, parce que vu qu'on change de commune, là il faut. Alors c'est vrai que l'intérêt de Fouesnant, c'est qu'on avait des grands panneaux aux entrées de ville, ce que Bénodet n'a pas forcément. On aura comme des banderoles, parce qu'ils ont comme des espaces pour les banderoles au niveau des ronds-points, on pourra être dessus. On a une visibilité, parce qu'ils ont des panneaux numériques aussi. Alors pas forcément affichage telle l'affiche, mais au moins l'annonce du festival à telle date. Donc à défaut de certains moyens de communication, on a d'autres qui apparaissent aussi. Après, tout ce qui est affichage, commerce, école ou flyer, ça, il n'y a pas de souci en tant que tel. C'est plutôt au niveau de l'affichage vraiment affiche qu'on perd pour un autre support. Sur la salle, peut-être sur la salle de Fouesnant, une petite affiche qui dit non, c'est plus loin. Ouais, c'est ça, pour tous les gens qui viennent par habitude, sans faire attention à rien. J'avoue qu'on n'y a pas forcément pensé à dire non, ce n'est pas ici qu'on est, retrouvez-nous un peu plus loin. Il y a d'autres associations locales qui viennent avec vous pour vous aider à réaliser ce festival. C'est vrai qu'on a souvent le soutien des corrigans ludiques qui sont à Plonévé-du-Fou, Centre Finistère, qui viennent ils ont fait partie de Finistère de Jeu à une époque aussi, donc ils sont toujours présents en termes de coups de main. Après, c'est vrai qu'on a aussi les Ludotox de Quimper, qui donne toujours aussi un coup de main, quelques membres de l'association qui vient aussi présenter en termes de animation jeu sur les pôles le temps du festival. C'est qu'on essaye d'attirer aussi bien on propose à toute personne asso ou bénévole particulier, un coup de main. Donc on a toujours quelques membres d'autres associations qui se portent volontaires pour être présents pour le festival. Alors, on voit aussi sur votre festival à Finistère de Jeu des choses plutôt surprenantes, mais dans le bon sens du terme, parce que on sait que, tu l'as dit, il y a des éditeurs qui sont pas loin de chez vous. Il y a Bombix et il y a Nuts qui sont sur Quimper, donc vraiment à côté. Et pourtant, ils se mettent pas forcément en avant sur le festival, puisqu'il est pas rare de voir les membres de Bombix faisant partie des bénévoles. À la buvette souvent, en train de servir. Je ne citerai pas de nom, mais sous la buvette même, passer une certaine heure. Mais c'est vrai que là où on se dit, tiens, il joue à une époque, il joue à domicile et il pourrait en tirer profit, mais en fait non, ils s'investissent pleinement. Mais même comme si, tout le monde, effectivement, ils sont partenaires du festival depuis pas mal de temps, parce que c'est vrai que ils ont été une base du festival, je pense, à une époque aussi. Non, ils ont leur place, bien évidemment, mais sans en demander non plus trop, ou ils demandent pas forcément une place privilégiée. Non, ils sont pas en sous-marin en train d'être les marionnettistes de l'ombre. Du tout. Justement, on a une certaine distance vis-à-vis des maisons d'édition. On est
très content de travailler avec les maisons qui souhaitent aussi être là, mais on n'a pas cette demande de certaines qui on veut être prioritaire ou quoi que ce soit. Mais ça se ressent vraiment. Enfin, nous, en tant que quand on y va et qu'on participe, on voit vraiment qu'il y a, comme tu disais, qu'il n'y a pas de connivence, qu'on n'essaye pas de tirer la couverture à nous et que quand on les croise, ils ont la même place qu'un autre bénévole quand ils sont bénévoles. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est ce on veut une certaine autonomie, mais on veut pas ce copinage forcément voulu, pour ainsi dire. Alors, un copinage qu'on va pourtant retrouver ailleurs, mais dans le bon sens du terme aussi. Non, mais parce que vous faites partie, vous êtes, à mon sens, le premier ou le seul qui avait mis en place le principe de parrainage au niveau du festival. Et c'est là que je parle de copinage, parce que un auteur, on va dire, déjà édité, plus que reconnu, mais quelqu'un qui a déjà eu un jeu édité, va pouvoir prendre sous son aile un auteur qui va présenter un prototype. C'est ça, et lui apporter ses conseils, et lui apporter... Et ça, c'est... Comment est née cette idée-là, qui est quand même... c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, ça venait d'être mis en place l'année précédente. Ouais, ça doit faire la 3e ou 4e année. C'est la 4e, c'est quelque chose comme ça, 4e année, je crois, de parrainage mise en place. Après, je n'ai pas forcément moi les antécédents. Je sais qu'on avait cette volonté d'amener, pourquoi pas donner un petit coup de pouce à des jeunes auteurs, d'où le nom auteur en devenir pour le coup. Après, c'est vrai que chaque année, on le met en place. On a une ouverture à candidature qui est clôturée maintenant parce qu'on est comme courant avril. Courant avril. Excuse-moi. Courant avril. Et donc c'est une ouverture à candidature où on va sélectionner des jeux qui ont un potentiel mécanique en termes de jouabilité. Il y a un jury entre guillemets. Le jury se fait en interne parce que on peut pas forcément se permettre de pour le choix donc des jeux en version prototype. Et pour le choix des parrains, est-ce que c'est difficile ou... C'est le facteur qui vient de passer en fait. Ouais, ça. Je comprenais pas, mais oui, d'accord. Merci. Après, on ouvre alors, soit on a certains parrains qui reviennent, Nathalie, Rémi Saunier par exemple, qui sont toujours un plaisir de soit venir en tant que parrain, soit venir en tant que même animateur, c'est déjà arrivé aussi. On essaye de ratisser assez large en termes d'auteurs. Aussi bien l'année dernière, on avait eu comme Christophe Quat qui a été auteur en devenir la première édition, je crois, nous a contacté en disant est-ce que parrainage, on l'a contacté plutôt, est-ce que le parrainage l'intéressait, donc voilà, on peut aussi bien retrouver quelqu'un qui a été parrainé qui devient parrain. C'est que entre temps il y a des gens qui étaient parrainés, qui ont eu des jeux qui se sont fait éditer, qui veulent transmettre le flambeau à leur tour. Voilà, c'est ça, je pensais à ça, une sorte de relais effectivement. C'est arrivé sur certains qui ont eu l'expérience auteur en devenir, qui sont venus les parrains justement des futurs. On voit dans The Voice ou dans Danse avec les stars, où les anciens candidats de télé-réalité se retrouvent jury après. Tout à fait. On peut voir ça comme ça. On peut dire TF1 Finistère de jeu. Non. Pas même budget toujours. Non, alors le budget n'est pas loin de là. Donc c'est quelque chose qu'on met en place chaque année et puis ça crée vraiment du lien au-delà du conseil. Je sais qu'il y en a certains qui ont sympathisé réellement avec leurs parrains et qui du coup continuent à se voir en dehors pour d'autres jeux, pour d'autres projets, pour d'autres choses. Donc ça va au-delà du simple week-end, on va dire, de travail. Parce que le but c'est même si c'est que 2 jours, voire 2 jours et demi sur place, le but c'est aussi derrière qu'il y ait un suivi, mais un lien qui se fait, qui puisse continuer et permettre de faire évoluer le jeu, le contact, se faire éditer aussi à la suite. Voilà, l'intérêt c'est de lancer les jeunes auteurs c'est une très bonne idée, et puis ça permet pour certains auteurs de débugger certaines choses, d'avancer vraiment. Oui, complètement, parce avec des bons conseils. Parce que l'intérêt c'est aussi de faire jouer aussi au public, parce que c'est aussi ouvert au fait que le public peut jouer aussi à ses prototypes. Donc on est de voir aussi, l'intérêt là aussi, c'est de montrer les jeux avant qu'ils soient édités, comme on peut voir là, voir ce qui peut marcher, ce qui ne marche pas, de faire évoluer dans le bon sens. Donc il y a un certain nombre de tables de proto limitées dans ces cas-là. Oui, c'est un petit espace, parce que généralement on reçoit des candidatures, mais après il faut aussi c'est comment dans ces cas-là, on
contact Finistère de jeu. Alors, on a ouvert les candidatures fin décembre, ont été clôturées courant mars. Donc c'est vrai qu'on passe par le site internet. Il y a une page vraiment pour les auteurs en devenir qui ont un formulaire à remplir et nous envoyer en fait les grandes lignes de leur jeu, les caractéristiques, des visuels bien évidemment, parce que sans visuel c'est un peu compliqué quand même de juger. Nous en interne on fait une certaine sélection. On a un nombre de places limité aussi, on peut pas ne faire que ça du festival pour autant. Donc c'est que nous, et en interne on sélectionne ce que nous on pense être intéressant. Donc c'est vrai que c'est très arbitraire, c'est un peu subjectif aussi bien notre association ne prendrait pas du tout ces jeux-là. Donc c'est pas forcément toujours simple à comprendre de leur point de vue parce qu'on n'a pas de... plusieurs, effectivement, ça ouvre, comme tu disais, plus de visibilité. Voilà. C'est-à-dire que si ça me correspond pas à moi, mais que les autres ont l'air intéressés, on peut pas s'arrêter sur un jeu en disant bah non, c'est pas intéressant, tant pis quoi. Il n'y a pas de sélection par rapport à des parrains particuliers. Tiens, ça va matcher entre les deux. Non, c'est les parrains. On va dire qu'on les sélectionne à la suite, d'accord, en disant que tel ou tel jeu peut-être s'y serait intéressé ou c'est pas le parrain qu'on sélectionne d'abord par rapport au jeu. Maintenant, on va se trouver un jeu qui peut lui aller. Voilà, c'est plutôt dans le sens en disant on a tel ou tel parrain. Est-ce que tel ou tel auteur pourrait être intéressé pour parrainer. Donc c'est plus dans ce sens-là. C'est le jeu avant tout et le parrain par la suite. C'est doublement prestigieux pour le proto qui a été sélectionné. En fait, déjà, il a été sélectionné. Oui. Et ensuite, quelque part, on pense à lui, à la personne qui pourrait lui convenir. Et sans entrer dans les détails ou les noms, si jamais il y avait lieu, mais est-ce que toujours mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des retours négatifs, en fait, des choses où les gens vous ont dit mais je sais pas moi, un parrain qui dit mais pourquoi vous m'avez mis ça parce que le jeu n'est pas bon du tout, ou quelqu'un qui vous dit mais ça passe pas du tout avec mon parrain. Ça s'est mal passé. Ouais. Alors généralement l'expérience est plutôt bonne en tant que telle parce que il y a le fait de faire évoluer le contact. Après ça que on a pu avoir parfois des retours dans le sens où ils se sont en fait compte le style de jeu ne correspondait peut-être pas à leur catalogue de jeux habituel ou ce style-là, mais généralement le négatif non, généralement les gens sont assez contents de l'expérience aussi bien de l'un de l'autre, et la preuve c'est que comme Nathalie et Rémi Saunier, comme j'ai cité, reviennent d'une année à l'autre, sont toujours preneurs d'être parrain ou autre. Donc généralement l'expérience se passe bien d'un côté comme de l'autre. Ouais. Mais c'est parce qu'ils veulent les idées en fait. Oui, j'y pensais. C'est ça, je crois que c'est ça le truc. Ils font leur petit marché. De toute façon, tu t'es rien sans nous, et puis la personne offre son proto à la fin, je crois qu'elle gomme son nom. Et, puis, et vous avez déjà quelques parrains qui peuvent être annoncés ? Nathalie et Rémi Saunier pour le coup, je pense. Voilà. D'autres après. On avait un doute déjà. Voilà. Mais ceux qui sont toujours, on les adore. Donc ceux qui sont toujours. Et puis ils sont disponibles. Après, on leur propose et on leur donne pas. Vous venez absolument. Voilà. Il faut que la date convienne aussi. Non, mais je pense que l'exercice doit leur plaire aussi. Ça veut dire le festival, le lieu leur plaît, la démarche et. Mais là, on pourra citer d'autres parrains prochainement. On met pas toute la publicité. On en garde un petit peu. On garde un petit peu. On tease. Voilà, on tease. Nous, on gratte. Vous faites bien, mais voilà, vous n'aurez pas plus. En tout cas, très prochainement, par rapport à aujourd'hui, et peut-être que c'est déjà le cas par rapport à vous quand vous écoutez l'émission, mais sinon, logiquement, le Grand Prix des Illus, on doit avoir eu la révélation des noms. Au niveau des parrains, on doit avoir eu aussi la révélation des noms. Donc, n'hésitez pas à vous diriger. On le rappelle, le week-end du... Oui, tu parlais de la communication, il y a le Facebook et le site, mais c'est le week-end effectivement du 23 et 24 mai. Du 23 et 24 mai à Finistère. Alors cette fois-ci à Bénodet. C'est la salle de Poulpry à Bénodet. De Poulpry à Bénodet. C'est toujours un très très bon moment, un très très beau moment passé en votre compagnie. C'est un beau festival. Ouais. Merci de venir aussi. On est content de vous avoir à chaque fois, chaque année depuis. On sera présent pour du Ludischblick. Parfait. Voilà, avec grand plaisir. Est-ce que donc on peut toujours rejoindre en tant que bénévole jusqu'au dernier moment presque. Oui, généralement, au dernier moment. Au moins être un minimum informé. Est-ce que on peut rejoindre l'association
est-ce qu'elle fait autre chose sur l'année ou est-ce que c'est une association de jeux le reste du temps? Alors, c'est juste une association pour Alors, le c'est vrai que festival. l'association fonctionne beaucoup pour le festival en lui-même parce que ça demande quand même pas mal d'investissement pour la préparation. Après, la rejoindre évidemment avec plaisir parce qu'on met en place des après-midi jeux aussi entre adhérents tout au long de l'année. Après, on est toujours preneur de nouvelles idées ou du moins de gens qui viennent s'investir pour proposer autre chose. Mais 209. le noyau, c'est vraiment le festival et après, nous, on se voit aussi pour préparer. De toute façon, on va forcément pour jouer à des jeux et pour jouer préparer le ensemble, festival dans de tous jeux. les cas, en amont du festival. Ouais. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Benoît Et merci à d'avoir vous accepté de répondre à nos questions. Merci de passer beaucoup. du temps avec toi. Merci à Damien pour la partie technique audio. Merci à rien. Raphaël, l'homme de l'ombre, pour la partie technique vidéo. Merci à toi Yann pour m'avoir accompagné pendant toute cette émission. Eh ben, merci Alexis de nous avoir mené d'une main de maître encore. Merci beaucoup. Retrouvez-nous soit en podcast, soit sur la page Facebook de l'émission ou la chaîne YouTube. Il y a sur SoundCloud, partout. On est présent partout. Vous pouvez nous retrouver de toutes les manières possibles et imaginables. En tout cas, nous, on vous dit rendez-vous à dans 2 semaines. On vous fait des gros bisous. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Et on va se quitter une nouvelle fois en musique. Toujours en musique et en l'honneur de nos 2 prochains invités, nous allons vous passer Dogtooth and Nail qui vont nous chanter Seeds of Resilience. L'émission d'aujourd'hui se termine.